J'ai grand plaisir de recevoir aujourd'hui Sylvie Pepperstraat, qui est professeure à l'Université libre de Bruxelles et parallèlement directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Elle est spécialiste de la religion aztèque, ce qui est une spécialité rare, et c'est justement la raison pour laquelle je l'ai invitée aujourd'hui à nous expliquer l'intérêt d'étudier cette civilisation plus particulièrement. Nous avons tous en tête des souvenirs de l'enseignement secondaire qui remontent, pour les programmes belges, au début de la 4e année du secondaire, où dans les manuels scolaires, on voit, lorsqu'on étudie les grandes découvertes, des images, des vignettes, où des sacrifices sanglants ont lieu dans des temples d'Amérique centrale. Je reviendrai évidemment avec mon invitée, Sylvie Pepperstraat, tout à l'heure sur le sujet, et elle nous dira dans quelle mesure il s'agit de préjugés, d'exagération, et quelle est la part de vérité et de réalité dans ces vignettes qui sont certainement, en tout cas, réductrices de toute une civilisation. Dans le cadre de cette présentation, il me paraît intéressant de citer un certain nombre d'ouvrages publiés par Sylvie Pepperstraat. Tout d'abord, sa thèse de doctorat qui portait sur l'acronyme X et qui était publiée en 2007. Elle a écrit de très nombreux articles sur la religion aztèque que je ne vais pas mentionner ici. Et alors, elle va nous montrer également 2 ouvrages qu'elle a apportés dans le cadre de cet entretien. Je voudrais d'abord lui poser une première question. Quand on entend chronique X, il y a une impression de grand mystère qui se dégage de ce titre. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Pas trop, parce que quand on a travaillé pendant des années et qu'il s'agit d'un ouvrage qui fait plusieurs centaines de pages, on aurait évidemment tendance à s'étendre sur le sujet, d'autant plus que ce n'est pas l'objet de notre entretien. Voilà, eh bien la chronique X, effectivement, il s'agit d'un document assez mystérieux puisque perdu à l'heure actuelle, et c'est assez emblématique en fait de bon nombre de documents anciens qui concernent les Aztèques. Comme on va le voir, on ne les étudie bien souvent qu'à travers des sources dérivées. Et donc la chronique X, de quoi s'agissait-il? D'un document qui rapportait l'histoire de l'Empire aztèque depuis ses origines jusqu'au lendemain de la conquête espagnole. Et donc le document en question est perdu, mais il nous est tout de même parvenu de façon indirecte à travers des auteurs qui s'en sont inspirés ultérieurement. Et donc le X renvoie à anonyme en fait. Un document qui est anonyme et qui est perdu à l'heure actuelle, donc dont on ne connaît pas finalement le manuscrit original. Entendu, merci beaucoup. Alors je vais peut-être montrer à la caméra 2 ouvrages que vous nous avez apportés. Le premier s'intitule « La quête du serpent à plumes », dont il va être question dans cet entretien, et il s'agit d'un volume de mélange à Michel Grolich. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire en un mot, en une phrase, qui est Michel Grolich? Ça, c'est la première chose. Je crois que ce fut votre maître, d'ailleurs. Oui. Première chose. Et ensuite, nous dire en quelques mots quel est le contenu de ce livre. Donc, Michel Grolich était l'un des plus grands spécialistes, justement, des religions du Mexique ancien et notamment des Aztèques. Et il a notamment été mon prédécesseur à la fois à l'Université libre de Bruxelles et à l'École pratique des hautes études. Et lors de son départ à la retraite, ses collègues, ses anciens étudiants ont tenu à lui offrir ce volume de mélange que j'ai eu l'honneur de coordonner. Et donc, il contient toute une série d'articles aussi bien d'histoire que d'archéologie, d'histoire de l'art, consacrés essentiellement au monde aztèque et plus particulièrement à la religion. Merci beaucoup. Et alors, vous avez apporté un second livre, et vous pourriez peut-être nous expliquer quel est
À quelle collection appartient ce livre et de quand il date et quel est son contenu? Voilà. Alors c'est une collection qui est publiée aux éditions modulaires européennes et que je dirige, qui s'intitule Du côté des Amérindiens et qui est, comme le nom l'indique, consacrée exclusivement à des publications qui concernent les civilisations amérindiennes. Ceci est un ouvrage qui est consacré aux anciens Mayas, l'écriture et la relation entre l'écriture, la religion et la connaissance chez les anciens Mayas, publié par Christine Phillips et Maria Sala, et qui est l'un des derniers volumes parus en 2014 pour la version française, et une version espagnole est sortie l'année dernière. Un très très grand merci. Et alors maintenant nous allons nous plonger dans le cœur du sujet, c'est-à-dire la raison même pour laquelle je vous ai invité aujourd'hui. Alors je vous propose de mener cet entretien de la manière suivante. Dans un premier temps, vous allez essayer de replacer la civilisation aztèque dans le cadre des civilisations méso-américaines, nous expliquer de quand elle date, ensuite parler des aspects heuristiques, des aspects méthodologiques qui nous permettent de connaître la religion aztèque. Ça, ce sera le premier chapitre. Un deuxième chapitre, ou une deuxième partie qui portera sur la place de la religion aztèque par rapport aux civilisations qui ont précédé l'histoire de ce peuple. Vous nous expliquerez aussi, en tout cas c'est mon souhait, quels sont les caractères de la religion des dominants et la place qu'elle occupe par rapport à la religion des dominés. Peut-être s'agit-il d'ailleurs de la même religion, simplement voir s'il y a un rapport entre, je dirais, l'élite de la population et d'autre part le peuple, et voir si cette relation est conflictuelle, harmonieuse, intégrée ou pas. Ensuite, nous arriverons alors au cœur du sujet de cet entretien, où je vous demanderai de nous expliquer quelles sont les croyances, les mythes des Aztèques, et ensuite tout ce qui concerne les cultes et tout ce qui tourne autour des cultes, c'est-à-dire l'existence ou non d'un clergé, l'existence, je ne dirais pas ou non, parce que ça, je crois que beaucoup de gens le savent, de lieux de culte, de temples. Et enfin, pour terminer notre entretien, j'aimerais bien que vous nous expliquiez justement, puisque vous avez montré un ouvrage qui s'intitule donc « Quand les singes savaient écrire, mérite, pouvoir et connaissance chez les anciens Mayas », s'il y a des correspondances entre la religion des Aztèques et d'autre part la religion des Mayas. Enfin, pour conclure, il y aura 2 points. D'une part, ce serait bien si vous pouviez nous expliquer quelle a été la part ou le rôle de la christianisation dans le Mexique à partir du XVIe siècle et quelle place cette christianisation a eue par rapport à la déstructuration ou non de cette religion aztèque, et s'il y a aujourd'hui encore des reliquats de cette religion des Aztèques. Et ce serait peut-être bien, alors qu'en conclusion, vraiment, la morale de la morale, si je puis dire, que vous nous expliquiez dans quelle mesure il est encore intéressant aujourd'hui d'étudier les civilisations précolombiennes. Est-ce que c'est un luxe? Est-ce que ce n'est pas un luxe? Est-ce qu'il faudrait leur accorder une part plus ou moins plus importante dans les programmes de l'enseignement secondaire ou dans les programmes des futurs professeurs d'histoire dans leurs cours à l'université? Et pourquoi, le cas échéant, ou si vous estimez que par rapport au nombre de grandes civilisations qu'il y a eu dans l'histoire, ben finalement, on ne peut qu'être tenu, même quand on est un spécialiste passionné par une matière, de reconnaître qu'il y a des urgences. Mais enfin, ici, je ne veux pas anticiper une réponse potentielle. Donc, je commence donc par une première question qui serait celle de situer, c'est une question d'ailleurs tout à fait évidente, hein, qui consiste à situer
à la fois dans le temps et dans l'espace la civilisation aztèque et de nous dire dans quelle mesure la civilisation aztèque possède ou non des caractéristiques communes avec d'autres civilisations mésoaméricaines. Oui, alors effectivement, je pense que c'est tout à fait indispensable de commencer par une petite mise au point. Donc la civilisation aztèque fait partie de ces civilisations dites de l'Amérique précolombienne, en référence à Christophe Colomb, ou bien plus exactement en ce qui concerne le Mexique, préhispanique, puisque Christophe Colomb n'a jamais été au Mexique en réalité. Donc il s'agit concrètement de toutes ces civilisations qui ont occupé l'Amérique depuis son premier peuplement il y a 15 000 ans environ, jusqu'à l'arrivée des Européens à partir de la fin du XVe siècle. Et alors donc sur ces près de 15 000 ans de période préhispanique, les Aztèques chronologiquement se situent tout à la fin, puisque on parle de civilisation aztèque à partir du XIIIe siècle de notre ère, et que la date de fin de la civilisation aztèque, c'est le début du XVIe siècle, au moment de l'arrivée des Européens, et la date qui est retenue conventionnellement par les historiens pour marquer la fin de la période préhispanique et le début de la période coloniale, c'est 1521, c'est-à-dire la date de la chute de la capitale aztèque, Mexico-Tenochtitlan, aux mains des Espagnols. Ça, c'est pour situer d'un point de vue chronologique. Alors, d'un point de vue géographique, on est dans l'actuel Mexique central, dans une région plus vaste que les spécialistes connaissent sous le nom de Mésoamérique, et qui recouvre à la fois des régions qui font partie de l'actuelle Amérique du Nord, donc le Mexique qui fait partie de l'Amérique du Nord, et de l'actuelle Amérique centrale, avec le Guatemala, le Belize, le Honduras, quelques enclaves aussi au Nicaragua et au Costa Rica. Alors les Aztèques, eux, se sont cantonnés au Mexique central, mais la Mésoamérique, qui est donc plus vaste, c'est une grande ère culturelle où se sont succédés, ou bien se sont côtoyées différentes civilisations. On peut citer les Olmecs, les Zapotèques, les Toltecs, les Mayas. Et qui vivent à quelle époque? Et qui vivent, pour les Olmecs, on est quelque chose comme à peu près 3000-4000 ans avant nos jours. Et pour les Aztèques, donc on se situe à la toute fin de la période préhispanique. Donc on est vraiment sur des périodes très longues, avec des civilisations qui se sont succédées au fil du temps, qui parfois ont cohabité, comme c'était le cas des Aztèques au Mexique central et des Mayas au Mexique oriental et au Guatemala essentiellement. Et donc, on a finalement des dizaines et des dizaines de cultures qui ont occupé cette ère mésoaméricaine avant l'arrivée des Européens et qu'on étudie généralement ensemble parce que justement elles partagent un certain nombre de traits culturels. Et notamment au niveau de la religion, on retrouve une série de caractéristiques comme les fameux temples dont il sera question, des temples pyramidaux dans des centres cérémoniels, la pratique de sacrifices sanglants dont il sera question aussi, et même au niveau des divinités, on trouve un certain nombre de divinités dans les panthéons respectifs qui présentent des caractéristiques communes. C'est ça. Et alors, d'une manière, en ce qui concerne, je dirais, la vie quotidienne, il est évident que la religion fait partie de la vie quotidienne beaucoup plus qu'à l'heure actuelle, bien entendu, hein, puisqu'on n'a pas de société sécularisée, bien sûr. Donc ça fait partie du quotidien, c'est constamment, je suppose, dans la tête des gens à cette époque-là, dans leurs gestes, dans leur rapport au monde, d'une manière générale. Mais en ce qui concerne l'organisation économique et sociale, est-ce que ce sont donc des civilisations de type agraire, je suppose, agro-pastoral? Est-ce que vous pourriez, en introduction, je dis bien, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails, est-ce que toutes ces civilisations ont, dans le cadre de la vie quotidienne, des aspects qui sont très proches? Est-ce qu'il y en a certaines qui se distinguent ou qui se distancient des autres? Oui, alors là aussi, il y a un certain nombre de caractéristiques communes, et notamment en ce qui concerne l'alimentation, mais elle reposait effectivement à plus de 90% sur les produits issus de l'agriculture, et une plante en particulier, le maïs, qui est considéré comme la plante nourricière par excellence, qu'on retrouve énormément dans les rites, dans les divinités aussi, puisque aussi bien les Aztèques que les Mayas avaient plusieurs divinités en rapport avec le maïs, ce qui montre l'importance évidemment de cette plante dans l'alimentation, alors qu'au contraire, il n'y avait que très peu d'animaux domestiques, le chien et le dindon, essentiellement. Et donc, effectivement, c'était essentiellement des civilisations agraires. Alors, d'un point de vue technologique aussi, il y a un certain nombre de caractéristiques communes, comme l'absence de métallurgie pour les outils et les métaux. Donc, la métallurgie, c'est une technique
qui est apparu assez tardivement, qui a été importé d'Amérique du Sud et qui n'a servi en Mésoamérique qu'à fabriquer des bijoux. On ne s'en est jamais servi pour fabriquer des outils ni des armes. Donc quand les Européens sont arrivés au XVIe siècle, eh bien, les outils et les armes étaient réalisés en pierre. Ah oui, en pierre, c'est ça. Donc en fait, c'est une civilisation de l'âge de la pierre. Donc, oui, si effectivement. je compte bien, c'est ça. Et d'accord, qui n'a pas accédé, ou sinon très tardivement, à ce qu'on appelle, pour nos régions, l'âge des métaux. Donc, entendu. Voilà, et alors je crois que je voulais vous poser une autre question à ce sujet-là. Ce sont toutes ces sociétés, est-ce que ce sont toutes des sociétés hiérarchisées ou pas? D'après ce qu'on peut en savoir, hein, puisque j'ai bien compris que pour les sources, ce sera l'objet de la question suivante, on est un peu coincé, si je puis dire. Pour celles qui sont les mieux connues, c'est-à-dire les plus récentes, oui, mais à des degrés divers. On prend l'exemple des Aztèques, il y avait effectivement une certaine centralisation et une hiérarchie assez importante. Pour d'autres, il y avait évidemment certains rapports de pouvoir et une différenciation sociale, mais pas toujours aussi marquée. Ça dépend un petit peu d'une culture à l'autre. D'accord. Et donc, ce sont des sociétés qui connaissent la division du travail. Oui, tout à fait. Qui connaissent la division du travail. Et peut-on dire, enfin je ne sais pas si c'est anachronique ou si c'est même adapté à cette civilisation-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des classes sociales ou pas? Ou c'est un terme que l'on projetterait sur une société ou sur des sociétés où cet aspect des choses n'existait pas ou sous une autre forme? Ou bien c'est une société de caste ou autre chose, enfin je ne sais pas. Pour les mieux connus, en tout cas, on peut le dire. Hein, chez les Aztèques, il y avait très clairement des élites oui, c'est ça. Qui constituaient en fait les personnages qui occupaient les plus hauts postes et qui étaient au pouvoir. Et alors à côté de ça, il y avait le peuple, et encore en dessous, il y avait les esclaves. Donc effectivement, il y avait une différenciation sociale assez marquée. C'est ça. Et alors, toute dernière chose, avant d'aborder le problème des sources et la méthodologie, et puis, ce qui est votre spécialité, l'histoire des religions, a-t-on connu, ou connaît-on, à partir des sources, l'existence de conflits sociaux, ou bien les sources sont-elles tout à fait muettes sur ce sujet-là, de conflits sociaux, donc entre ces élites et les classes dominées, qu'il s'agisse des paysans ou qu'il s'agisse de la population servile, ou bien on n'en sait rien? Alors ça, fondamentalement, sur autant de siècles d'histoire, il y a dû y avoir un certain nombre de conflits, mais il est difficile de les documenter tout simplement parce que les sources à notre disposition, ce sont des sources d'histoire officielle qui rapportent les choses du point de vue de l'élite et qui vont évidemment passer sous silence ce genre d'événements. Donc on est tout à fait dans l'ignorance de la façon dont ces conflits ont pu se dérouler. Eh bien, c'est une excellente transition vers la deuxième question qui porte sur les sources et la méthodologie. Hein, parce que pour ceux qui ne sont pas historiens, tout d'abord, il y a quelque chose qui est évident. L'histoire se fait à partir de sources. Parce que parfois, on oublie ce genre de choses. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu quels sont les types de sources qui sont disponibles pour l'historien des religions en particulier. J'imagine qu'on peut les classer en fonction de leur nature, mais également en fonction de l'usage que l'on peut en faire. Et alors, deuxième partie de ma question, ce serait que vous nous expliquiez comment ceux qui sont, comme vous, amenés à reconstituer le passé lointain de ces sociétés, et encore plus difficile d'essayer de reconstituer leurs croyances, et là on peut imaginer combien cela peut être difficile, et bien dans quelle mesure justement il y a moyen de combiner certaines méthodes pour arriver finalement à ce récit qui paraît un petit peu lisse quand on ouvre ce qu'on appelle un beau livre, parce que c'est souvent grâce au beau livre que
beaucoup de gens connaissent les civilisations précolombiennes, vous savez, ces ouvrages que l'on offre au moment des fêtes, avec une très belle iconographie, et qui laissent donne l'impression que finalement, il n'y a pas, enfin, on ne se rend pas compte le travail qu'il y a derrière au niveau de la recherche. Donc vous avez bien compris, il y a deux aspects à mes questions, l'aspect heuristique et ensuite l'aspect méthodologique. Voilà, alors effectivement, c'est une question tout à fait fondamentale. On travaille essentiellement avec trois grands types de sources. Donc il y a les données archéologiques, il y a l'iconographie et les manuscrits préhispaniques, et alors il y a les documents de la période coloniale. Les données archéologiques, tout d'abord, on dispose d'un certain nombre de données, parfois extrêmement précises. Je pense notamment aux fouilles qui se déroulent depuis près de 40 ans sur le site du centre cérémoniel à Mexico, la capitale des Aztèques, et qui ont révélé des dizaines et des dizaines de structures différentes. Donc il y a moyen de collecter pas mal de données à partir de l'archéologie, mais ce sont aussi des données qui trouvent assez vite leurs limites, puisque bien souvent, en ce qui concerne les sites aztèques, eh bien, les villes coloniales ont été construites tout simplement par-dessus les sites préhispaniques, et donc à l'heure actuelle, il est assez difficile de fouiller les sites en question. On profite souvent de travaux qui sont effectués, de restauration d'un bâtiment. En restaurant les fondations, on se rend compte qu'il y avait des vestiges préhispaniques en dessous. Et donc quand on peut fouiller, quand on a l'occasion, c'est assez impressionnant et fabuleux, mais on est malgré tout limité dans l'accès à ce type de données. Donc ça, c'est pour l'archéologie. Donc en fait, comme souvent en archéologie, on se trouve au-dessus de cavernes d'Ali Baba, mais que l'on ne peut pas visiter parce que pour étudier le passé, on ne peut pas évidemment détruire la vie quotidienne des gens. Voilà. Voilà, et alors paradoxalement, effectivement, il y a certaines civilisations de Mésoamérique dont l'archéologie est mieux connue alors qu'elles sont plus anciennes, tout simplement parce qu'il n'y a pas de ville moderne construite par-dessus. Oui. Et donc ça, voilà, mais ça mérite d'être rappelé pour ceux qui... Avec les Aztèques. Voilà. Alors donc, il y a l'archéologie, vous avez parlé de sources iconographiques, et alors de sources écrites qui sont soit préhispaniques, soit qui datent de l'époque de la conquête. Hein. Oui, on a la chance d'avoir les deux, ce qui est évidemment intéressant d'un point de vue méthodologique. Donc il y a d'abord les sources préhispaniques, c'est l'iconographie dont on parlait, notamment tous ces objets qu'on voit dans les beaux livres. Il y a aussi, c'est une des spécificités de la Mésoamérique, par rapport aux autres civilisations de l'Amérique préhispanique, il y avait des livres en Mésoamérique. Et donc, un certain nombre de manuscrits préhispaniques, pas beaucoup, ont survécu jusqu'à nos jours. Et donc, c'est une source que l'on peut exploiter. Quand on ne dit pas beaucoup, c'est moins d'une dizaine de manuscrits au total. Donc, il faut s'imaginer si on avait l'équivalent qui nous restait pour tout ce qui a été produit en Europe à peu près jusqu'à nos jours, on se rend compte que d'abord la sélection est arbitraire et ensuite qu'on est forcément limité dans les données, mais malgré tout, ce sont des documents qui ont l'avantage de nous ouvrir une fenêtre sur la façon de rédiger les livres à l'époque préhispanique et qui nous permettent évidemment des points de comparaison avec les documents de l'époque coloniale. Donc ces documents sont peu nombreux et il faut encore disposer de la clé qui permet de les interpréter, mais ils ont une valeur inestimable et donc très souvent on travaille en les confrontant aux documents de l'époque coloniale. Et là, on est en plein dans votre spécialité, voilà. Dans votre thèse de doctorat. Voilà, effectivement. Voilà. Oui, les documents de l'époque coloniale, c'est le dernier grand type de source, et il est très important pour les spécialistes, parce qu'on pense peut-être en premier lieu justement à l'archéologie et aux documents préhispaniques, mais en réalité, la majeure partie de nos sources date de l'époque coloniale. Alors les documents de l'époque coloniale, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des documents qui vont poursuivre la tradition de manuscrits préhispaniques. Ça, il y en a certains qui ont continué à produire des livres copiant ou s'inspirant de manuscrits de type préhispanique, parfois assez loin, jusque dans le XVIe siècle et même au-delà. Donc là, ce sont des auteurs natifs. Quoi. Oui, qui ont poursuivi une tradition à l'époque coloniale, et là, il y en a plus qui sont parvenus jusqu'à nous que de manuscrits préhispaniques. Et Sahagún, alors lui, c'est un Indien ou c'est un Espagnol? Alors lui, c'est un Espagnol. Ça, c'était encore un autre type de documents produits à l'époque coloniale. Il y a aussi tous les documents produits par des auteurs coloniaux qui peuvent, comme dans le cas de Sahagún, parfois mener des enquêtes assez approfondies et se faire aider d'informateurs indigènes. C'est important aussi, puisque pour quelqu'un qui est totalement extérieur à ce type de civilisation, bien, sans l'aide de quelqu'un qui pouvait répondre à ces questions et lui expliquer les choses,
c'était assez compliqué. Et voilà, Sahagún est l'un des auteurs les plus connus, les plus consultés encore à l'heure actuelle. C'était un missionnaire franciscain qui a donc vécu au XVIe siècle, qui s'est rendu au Mexique et qui, avec l'aide d'informateurs indigènes, a réalisé une gigantesque encyclopédie, un petit peu la manière des encyclopédies européennes de l'époque médiévale, mais concernant le monde aztèque. Et qui fourmille de renseignements. Et qui fourmille de renseignements qui... À la lumière de la critique moderne, peuvent être exploités de manière voilà, très et là on a intéressante. parfois des documents extrêmement précis, des renseignements très précis, et on a même une version du texte préparée par les informateurs indigènes, qui a été transcrite en alphabet latin, mais dans la langue indigène, le nahuatl, et qui fourmille évidemment d'indications et de précisions qui permettent de mieux comprendre les données préhispaniques à la lumière de ces documents de l'époque coloniale. Et au fond, cette capacité à comprendre le nahuatl, ça s'est fait dans une période relativement brève, parce que Sahagún y vit quoi, dans la deuxième moitié du XVIe, enfin dites-moi un petit peu, c'est ça. Et au fond, c'est quand même une langue qui appartient à un système linguistique qui n'a rien à voir, c'est pas par définition une langue indo-européenne. Et donc, comment ce processus de compréhension, de traduction a pu se faire? Est-ce que le rôle des Indiens est très important à faire, ou bien il y avait vraiment parmi ces missionnaires des vrais philologues, des savants qui ont essayé de comprendre a-t-on des informations là-dessus? Oui, on est relativement bien documenté. En fait, oui. Les choses n'auraient pas pu se faire sans l'aide d'informateurs indigènes, évidemment. Et l'apprentissage s'est fait assez vite dans les deux sens, c'est-à-dire que 1521, c'est la date de la chute de Mexico, et dans les années 20 encore, il s'était déjà trouvé à la fois un certain nombre d'Espagnols pour apprendre le nahuatl et un certain nombre d'indigènes pour apprendre l'espagnol. De même pour la mise par écrit en alphabet latin de la langue nahuatl, oui. Ça a été assez vite aussi. On parle déjà de premiers textes qui ont été transcrits dès la fin des années 1520, ce qui est extrêmement tôt. Oui. En tout cas, les années 1530, c'est certain. Donc la chose s'est faite assez rapidement. Les indigènes eux-mêmes ont appris à écrire en alphabet latin très rapidement également. Ils se sont rendus compte du parti qu'ils pouvaient en tirer, évidemment. Et c'est comme ça qu'on trouve des documents assez anciens, qui vont transcrire parfois toutes des traditions qui étaient apprises par cœur et transmises essentiellement oralement à l'époque préhispanique, et qu'on va mettre par écrit dans la langue indigène, mais transcrite en alphabet latin. Donc on peut dire en fait que la rencontre entre la civilisation hispanique et d'autre part entre la civilisation aztèque ne repose pas sur un mépris de l'autre, mais qu'il y a vraiment une recherche quand même de compréhension, parce qu'on imagine souvent ces sociétés coloniales comme étant des sociétés, mais là il faut encore se distinguer évidemment entre le personnel, le clergé, ces missionnaires franciscains ou autres, qui ont peut-être des soucis qui ne sont peut-être pas tout à fait ceux des conquistadors à la recherche de métaux précieux, mais donc il y a quand même un souci de comprendre l'autre et pas un mépris des Espagnols vis-à-vis de cette civilisation. Ils ont conscience qu'ils sont face à une civilisation. Donc ils sont pas, pour eux, ce sont des barbares au sens grec du terme, ce sont des étrangers, entendons-nous bien, mais pour eux, il n'y a pas un déni de cette civilisation. Alors effectivement... Vous voulez que j'aille chercher un verre d'eau? Non, ça va. Oui. Il faut faire la distinction entre la majorité des colons qui, pour la plupart, se contentaient de parler l'espagnol et ne s'intéressaient pas du tout ni à la langue, ni à la culture des populations qu'ils colonisaient. Et puis alors, un certain nombre de missionnaires, essentiellement des franciscains, qui ont eu à cœur d'apprendre cette langue, dans un but pragmatique, c'est-à-dire que pour évangéliser, ils se sont rendus compte assez rapidement que évangéliser en espagnol des populations qui comprenaient assez mal la langue finalement, c'était se heurter à des difficultés incommensurables et que donc il fallait évangéliser dans leur propre langue. Et donc l'apprentissage du nahuatl est parti de là. Et de même, la rédaction de ces grands ouvrages comme celui de Sahagún partait aussi d'un point de vue assez pragmatique, de bien connaître la culture en question, notamment sa religion,
pour pouvoir en reconnaître les différentes manifestations, pour pouvoir mieux les éradiquer. Nous reviendrons là-dessus dans un des derniers, oui. une des dernières questions. Donc c'est de ma faute, mais je suis en train d'anticiper sur le dernier chapitre qui portera sur la christianisation et sur les reliquats. Donc je vous propose de revenir là-dessus tout à l'heure. Donc il y a ces sources d'une part archéologiques, iconographiques. Alors iconographique, vous le placez à mi-chemin entre archéologique et les sources écrites, puisque j'imagine que dans les sources écrites, on trouve des représentations de type iconographique, et alors, enfin, donc ces sources écrites au sens, pas strict, puisque justement il y a combinaison des deux. Maintenant, en ce qui concerne la critique historique proprement dit, que font les historiens quand ils sont devant toutes ces sources, une fois qu'ils les ont comprises sur le plan linguistique, ou sur le plan en tout cas de l'interprétation, maintenant, qu'en font-ils au moment où ils vont les croiser, pour essayer de reconstituer ce que fut qu'une culture comme celle des Aztèques? Oui, alors c'est effectivement un grand défi, d'abord parce que pour certains types de sources, on est très limité en nombre de documents ou en nombre de données. Pour d'autres, il y a des problèmes de critique historique assez évidents. Pour prendre le cas des documents coloniaux, eh bien, ce sont les documents qui traitent de civilisations préhispaniques, mais qui montrent à des degrés divers des traces d'influence occidentale, puisque les auteurs connaissaient, soit étaient nés dans la culture occidentale, soit dans le cas des indigènes, s'ils avaient appris à écrire au XVIe siècle, parce qu'ils avaient reçu une instruction auprès des Espagnols, et donc eux aussi avaient reçu un bagage culturel occidental, et donc ça se ressent évidemment dans ce qu'ils écrivent, et faire la part des choses n'est pas toujours évident. Parfois on remarque assez vite des traces d'influence occidentale, parfois séparer ce qui est préhispanique de ce qui résulte d'une influence acquise à l'époque coloniale n'est pas évident du tout. Et alors les spécialistes, habituellement, sont pluridisciplinaires. Ils croisent tous les types de sources, ils recourent à plusieurs disciplines. Donc on a l'archéologie, on a l'histoire de l'art. On doit aussi parfois se faire philologue, puisqu'on a la chance d'avoir des textes dans les langues indigènes, et que l'étude de certains termes, de leur contexte d'utilisation, permet parfois de faire ressortir certains concepts, et de mieux comprendre la façon dont fonctionnaient au fond ces systèmes de pensée. Donc un premier aspect, c'est de croiser tous les types de sources et d'être pluridisciplinaire. Et un autre aspect, c'est évidemment de faire bon usage de la critique historique, puisqu'il ne faut pas oublier que ces documents coloniaux, aussi précis et documentés puissent-ils nous paraître, ont été écrits dans des contextes bien particuliers qu'il faut connaître et au sujet desquels il faut savoir faire la part des choses. C'est ça. Donc en fait, vous et vos collègues sont en fait de véritables hommes ou femmes orchestres, je dirais des chefs d'orchestre, pas seulement des chefs d'orchestre, des musiciens qui doivent jouer sur plusieurs partitions en même temps, à la fois la flûte, le violon et le piano, si oui, je puis dire. C'est souvent le cas. Donc voilà, vous faites le concert à vous tout seul, voilà. si je puis dire. J'imagine qu'il y a quand même certains de vos collègues qui sont plutôt archéologues ou plutôt philologues, et que même si l'on doit être polyvalent, c'est au moment où il y a la synthèse proprement dite qu'il va falloir accorder les violons, c'est le cas de le dire, et que là il y a au fond peut-être, je n'en sais rien parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ça, il y a peut-être des historiens des Aztèques ou des civilisations mésoaméricaines qui sont plus généralistes peut-être que d'autres, qui sont plus des érudits. Enfin, j'essaye d'imaginer, moi en tant qu'historien de la civilisation occidentale, comment le travail d'un américaniste peut se faire. On est effectivement spécialiste d'une ou deux disciplines au maximum. C'est ça. Et à côté de ça, il faut se familiariser avec les outils qui sont propres à d'autres disciplines. Il faut aussi, le cas échéant, consulter des spécialistes de ces disciplines et éventuellement collaborer lorsque le sujet l'exige, évidemment. Un petit peu, au fond, comme un assyriologue ou un égyptologue. Voilà. Il faut utiliser toutes les ressources à disposition et mettre en œuvre tous les... Et alors, je voulais, question subsidiaire, moi j'ai commencé à m'intéresser, alors que j'étais adolescent, aux civilisations mésoaméricaines, mais j'en suis resté là, c'est de la culture générale, je ne suis pas, comme je l'ai dit, je ne me suis pas engagé dans cette voie-là par la suite, mais
quand je lisais des ouvrages de vulgarisation, quand j'avais 15 ans, ce qui remonte presque à un demi-siècle, j'imagine que depuis cette époque et maintenant, indépendamment du fait que c'est des ouvrages de vulgarisation, il y a dû avoir des progrès considérables dans le domaine de la recherche qui est le vôtre. Donc, ce que moi j'ai pu apprendre dans l'enseignement secondaire ou par mes propres lectures doit être très largement dépassé, j'imagine. Il y a pas mal de mises à jour, effectivement. Pour les Aztèques, il y a les fouilles du centre cérémoniel à Mexico, qui ont débuté dans les années 70, qui se poursuivent encore jusqu'à aujourd'hui. Et alors, en fait, depuis ces fouilles, le nombre de publications sur les Aztèques a pratiquement doublé. C'est ça. Donc, il y a beaucoup plus qu'il y a 40 ans. Et dans le domaine des Mayas, alors là, la progression est encore plus spectaculaire, puisque ça fait peut-être une vingtaine d'années qu'on comprend à peu près correctement l'écriture maya, et donc qu'on a accès à des textes qu'on peut lire avec un degré de certitude raisonnable, alors qu'auparavant, tout simplement, on connaissait les langues mayas, mais l'écriture et son fonctionnement étaient perdus depuis le XVIe siècle. C'est ça, c'est ça. Et au fond, les chercheurs qui travaillent dans ce secteur-là sont majoritairement d'origine, comment dirais-je, hispanophone ou anglo-saxonne, ou y a-t-il également des Français, des Allemands, sans parler des Belges, qui travaillent dans ce secteur-là? Je veux dire, quantitativement, est-ce que ce sont plutôt des hispanophones, donc enfin, je veux dire, soit des Espagnols, soit des hispanophones d'Amérique, et j'imagine beaucoup de chercheurs américains des États-Unis qui travaillent là-dessus, mais y a-t-il quand même des chercheurs d'autres nationalités qui... Enfin, de nouveau, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a quand même des chercheurs français, allemands, etc., je veux dire, qui ont une part significative, ou reste-t-il malgré tout très minoritaire? Parce que vous m'avez expliqué que en Belgique, je crois que c'est pas la seule université, ou à peu près, hein, où dispenser des cours sur ce sujet-là. Donc voilà, la Belgique est un petit pays, entendons-nous, mais qui a quand même une grande tradition historiographique. Et donc là, il y a très peu de choses en Belgique, si je comprends bien. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelle est la part respective? Je ne demande pas des pourcentages, mais est-ce que vous confirmez une impression qui est la mienne, ou est-ce que je suis complètement à côté de mes pompes? Alors effectivement, la grande majorité des chercheurs sont américains. C'est ça. Donc aussi bien des hispanophones pour l'Amérique latine que des chercheurs des États-Unis. Oui. Et donc, à côté de ça, moyens, j'imagine, aux États-Unis pour faire la recherche aussi. Ça concerne aussi l'histoire de leur pays. Et donc, automatiquement, il y a plus de gens qui s'y intéressent que ce n'est le cas en Europe. Mais il n'y a pas pour autant un manque de recherche et de spécialistes en Europe. Notamment, il y a une école francophone qui est assez active, il y a aussi une école allemande. Du côté de la Pologne et de la Russie également, il y a pas mal de chercheurs qui s'y intéressent. Donc quantitativement, ça fait beaucoup moins de monde qu'en Amérique, mais il y a quand même ici et là un certain nombre de chercheurs qui s'y intéressent et qui, pour certains, sont reconnus mondialement comme spécialistes en la matière. C'est ça. Mais enfin, vous-même, vous occupez, je dirais peut-être encore plus à Paris qu'à Bruxelles, un poste tout à fait prestigieux, parce que l'école des hautes études, l'école pratique des hautes études, c'est vraiment une référence, je dirais. Mais pour l'instant, sauf erreur de ma part, il n'y a pas, alors que c'était le cas à un moment donné avec Nathan Wachtel, mais alors là pour le Pérou, de professeur au Collège de France. Hein, il n'y a pas de chaire sur ce sujet-là. Peut-être qu'un jour. Qui sait? Non, qui sait. Voilà. Nous passons maintenant à la deuxième partie de notre entretien. C'est la question de l'héritage des civilisations antérieures dans la constitution de la religion aztèque. Et j'aimerais bien que vous nous donniez également des précisions sur un sujet annexe, mais alors plus cette fois dans le temps, mais dans l'espace, par rapport à l'intégration des religions des peuples conquis.
donc des religions des peuples voisins qui ont été soumis aux Aztèques. Alors effectivement, c'est une question assez intéressante puisque on l'a vu sur les à peu près 15 000 ans de période préhispanique, les Aztèques arrivent à la fin. Et donc la région des Aztèques, c'est une des mieux documentées, donc une des mieux connues, mais ils n'ont pas tout créé à partir de rien. Ils s'inscrivent dans une tradition mésoaméricaine qui est longue de plusieurs millénaires, et donc ils sont aussi les héritiers en partie de certaines des civilisations qui les ont précédés. Au Mexique central, on peut penser à Teotihuacan au début de notre ère, on peut penser aux Toltecs entre le Xe et le XIIe siècle, dont d'ailleurs ils se réclament en partie les héritiers, et auxquels ils ont repris tout simplement une série de choses qui existaient déjà. Et on peut penser à un certain nombre de pratiques que l'archéologie documente très bien, comme la pratique des sacrifices sanglants, des pénitences sanglantes, auxquelles on pense souvent en premier lieu lorsque on parle d'Aztèques. Eh bien, l'archéologie montre que, en réalité, ce type de pratiques, on les trouvait à des dates bien plus anciennes dans toute la Mésoamérique. Et là, les Aztèques ont continué une pratique qui existait déjà. Les temples sur pyramide, là aussi, c'est quelque chose qui est bien plus ancien en Mésoamérique. Et même pour certaines divinités, il y en a certaines qui semblent extrêmement anciennes et répandues. Pour prendre un exemple, le dieu du feu chez les Aztèques qui était connu sous le nom de Huehueteotl, eh bien on trouve des divinités à l'iconographie extrêmement proches, avec parfois plus d'un millénaire d'écart. Tlaloc, le dieu de la terre et de la pluie chez les Aztèques. La terre et la pluie. La terre aussi. Ah, ce qui était lié à la fertilité. Ah oui, donc, oui, c'est ce qui est logique. Mais c'est parce qu'on a souvent tendance à dissocier ces deux éléments, l'eau et la terre, alors qu'en fait, il y a un lien évident entre les deux. En Mésoamérique, ils étaient associés, et donc on les trouve chez Tlaloc, chez les Aztèques, mais on trouve des cousins de Tlaloc à la fois chez les voisins des Aztèques et dans des civilisations antérieures, avec une iconographie parfois assez similaire. Ça, c'est pour les points communs. Bien entendu, les Aztèques avaient leur spécificité et aussi leur divinité propre. Et là, on pense à leur divinité principale, Huitzilopochtli, qui était spécifiquement aztèque. C'est un nom que je ne suis jamais parvenu à prononcer. Par contre. Une divinité solaire et guerrière qui, au fond, était spécifique aux Aztèques. Et là, on touche à la question de la façon dont les peuples soumis aux Aztèques se sont parfois vus imposer une religion, puisque cette divinité propre aux Aztèques, eh bien, son culte était imposé à la population qui avait été soumise. Et alors on se rend compte au travers des documents coloniaux qui sont parvenus jusqu'à nous que parfois Huitzilopochtli devenait effectivement aussi la divinité principale dans ces populations. Parfois on se contentait de l'ajouter au panthéon existant, mais la divinité principale locale gardait sa prééminence. Donc quelque part les Aztèques imposaient un certain nombre de pratiques et leur divinité principale aux populations qu'ils soumettaient, mais dans les faits, la façon dont ils étaient adoptés pouvait varier assez bien d'une ville à l'autre. Et alors, je voulais vous demander, au sens classique du terme, c'est-à-dire au sens profane de quelqu'un qui n'y connaît rien, une fois de plus, peut-on dire qu'il s'agit, dans ces cas-là, je dis bien au sens classique, d'une domination idéologique dans la mesure où certaines de ces divinités sont porteuses de valeurs, peut-être, ou même d'orientation dans la relation entre certains éléments de la nature, ou pas? Ou est-ce que c'est une déviation, si je puis dire, une déviance de quelqu'un qui a des lectures d'origine marxiste? Alors, c'est une question qui est difficile d'appréhender par les sources qui nous sont parvenues, mais c'était le fait d'imposer sa propre divinité, c'était une façon tout simplement de réclamer reconnaissance et soumission de la part des populations vaincues. Vous êtes vaincus, vos dieux sont vaincus, et bien vous prenez Huitzilopochtli et vous lui rendez un culte. C'est ça. Et alors il s'agissait de religion polythéiste. Donc on ajoutait plutôt que de supprimer, donc il fallait adopter Huitzilopochtli et lui rendre un culte, mais on n'était pas forcé pour autant de supprimer les autres divinités, et donc on a parfois à l'époque coloniale des panthéons tout à fait foisonnants, tout simplement parce qu'au fil du temps, différentes divinités ont été ajoutées et que les anciennes sont restées.
Donc vous devez faire un petit peu ce que Michel Foucault appelait une archéologie du savoir, c'est-à-dire considérer que la religion que l'on connaît à un moment donné par des sources tardives, mettons en deuxième moitié du XVIe siècle, recouvre toute une série de strates comprenant des éléments culturels de civilisations différentes, et comment, au fond, d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue critique, vous parvenez à essayer pas de remonter, mais plutôt de descendre dans ces couches archéologiques et dire, ben ça, on a suffisamment d'indices pour penser que ça n'appartient pas au fond aztèque propre, mais qu'il y a des éléments de peuples soumis qui ont pu apporter eux-mêmes une part dans la constitution de cette religion. Comment faites-vous? Alors c'est pas toujours évident à faire, évidemment, mais bon, en gros, on remonte le temps, hein, donc on part d'une situation qui est bien connue, relativement bien connue en tout cas, qui est la situation des Aztèques à la veille de la conquête espagnole, et puis alors on prend les données plus anciennes qu'on a, et assez régulièrement, on tombe sur des éléments et on se dit, ah, ça, il y avait chez les Aztèques aussi, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est un emprunt, ou pas? Et alors on compare de façon plus précise, on remet les choses chaque fois dans leur contexte pour se dire est-ce que c'est vraiment la même chose ou bien c'est quelque chose qui a peut-être été réinterprété, dont le sens a changé au fil du temps. Il n'est pas toujours possible de répondre, mais voilà, on procède en remontant le fil du temps et en comparant. C'est un travail évidemment qui est passionnant, hein. Donc vous avez de la... Quand je dis vous avez de la chance, entendons-nous bien, entendons-nous bien, je sais que derrière tout cela il y a une masse de travail et des centaines, des milliers d'heures certainement qui sont nécessaires pour avoir la technique et le feeling, pour avoir les hypothèses qui vont être validées à un moment donné. Mais enfin, c'est passionnant hein, ce que vous faites comme métier. Mais c'est vrai que quand on fait l'histoire des religions, on a comme ça cette envie d'aller creuser. Hein. C'est vrai que pour quelque chose que je connais mieux, parce que ma spécialité c'est l'histoire de nos régions, quand on travaille sur l'histoire du christianisme, et quand on voit qu'un certain nombre, et d'ailleurs c'est un petit peu ce que vous expliquiez tout à l'heure, qu'il y a des églises qui ont été volontairement construites à l'endroit où il y avait des cultes celtiques, et où il y a incorporation, enfin c'est une manière de dominer aussi, mais c'est une manière aussi de continuer à faire venir les gens à l'endroit où ils allaient avant, parce qu'il y a une stratégie derrière tout ça. Je pense à cette église qui se trouve à Rome, qui s'appelle Sainte-Marie sur Minerva, hein, Santa Maria sopra Minerva. Hein, donc voilà où comment dirais-je, ces salles de réunion du culte de Mitra, enfin de ces églises qui ont été construites juste au-dessus du culte de ces... Voilà, et ça c'est passionnant, on voit vraiment la volonté de phagocyté. Y a-t-il justement dans le calendrier des choses que les missionnaires chrétiens ou que le christianisme par la suite a récupéré chez les Aztèques ou les Mayas, et que l'on retrouve dans des fêtes aujourd'hui? C'est vrai que je comptais en parler plus tard, mais c'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, c'est parce que je pensais au christianisme avec la naissance de Jésus, le 25 décembre, qui correspond à la naissance de Mitra, et qu'il y a une véritable récupération de certains saints qui sont fêtés tel jour. Le saint qui, justement, chez les catholiques, enfin chez les chrétiens, guérit des maux d'eau et qui, comme par hasard, correspond à une fête de l'époque celte, voilà, celtique, vous voyez. Est-ce qu'il y a des... Vous pourriez donner éventuellement un exemple, ou vous n'en avez pas en tête, ou peut-être qu'il n'y en a pas. Oui, je ne sais pas. Plutôt les indigènes qui, au moment de la christianisation, ont, sous couvert d'une fête chrétienne, en réalité, continué à fêter les divinités, voilà, dont la fête tombait aussi ce jour-là. Voilà, c'est ça. Et donc ça, les cas sont nombreux. Merci beaucoup pour cette réponse courte. C'est moi qui suis bavard, hein, je m'en rends compte, mais enfin bon, c'est mon intérêt pour le sujet qui fait ça. Alors, nous avons parlé déjà d'un certain nombre de sujets. Je ne sais pas si ce n'est pas le moment peut-être de parler au cœur même de la civilisation aztèque, de la société aztèque, de l'existence ou non de
de deux religions, ou peut-être pas de deux religions, mais de deux aspects de la religion qui coexistent, à savoir une religion des dominants et une religion des dominés. Vous avez déjà expliqué tout à l'heure que, par définition, on est beaucoup plus informé par la religion des dominants, puisque c'est eux qui possèdent cet instrument de pouvoir qu'est l'écriture. Mais sait-on un certain nombre de choses sur les pratiques populaires qui n'étaient peut-être pas celles des dominants? Là aussi, et là c'est en tant que professeur d'histoire que je parle du vieux continent, si je puis dire, quand je pense à la civilisation égyptienne, où on a justement cette religion où dominent ces dieux du pouvoir, je pense à Ra, Ré, le soleil, et parallèlement à ça, il y a la religion populaire qui est dominée par Osiris, qui est liée au culte de la végétation, d'où sa résurrection chaque année. On retrouve ça aussi avec Proserpine, Perséphone chez les Grecs. Est-ce qu'il y a au fond une opposition ou pas entre une religion qui est plus de type agraire, par exemple, et une religion qui est plus une religion guerrière, par exemple, hein? Alors il y avait effectivement des différences entre la religion telle qu'elle était pratiquée par l'élite et celle qui était pratiquée par le peuple. Notamment, chaque groupe social avait ses divinités privilégiées et donc s'adressait en priorité à ces divinités-là, sans forcément s'opposer à d'autres groupes, puisque le tout s'inscrivait dans un contexte général de religion aztèque partagée par tous. Mais effectivement, on constate des différences. Les groupes dominants privilégiaient les divinités qui étaient liées au pouvoir, qui étaient liées à la royauté, qui étaient liées à la guerre. Tandis que dans le cas de la religion plus populaire, en tout cas on s'en rend compte par l'archéologie, par aussi les sources du XVIe siècle, c'était plutôt les rites agraires effectués en privé qui semblaient avoir plus de succès. Donc ce n'étaient pas les mêmes divinités et ce n'était pas le même type de rite. Pour l'élite, on privilégiait aussi les grands rites qui impliquaient l'ensemble de la population dans le cadre des grandes fêtes de l'année solaire qui avaient lieu en commun dans l'enceinte cérémonielle. Et qui permettaient quoi? De légitimer, au fond, le pouvoir sur la et population? Qui concernaient les divinités qui étaient censées concerner tout le monde. Donc il y avait bien entendu les divinités propres aux Aztèques, dont Huitzilopochtli, qui était une divinité solaire et guerrière, dont était plus particulièrement proche l'élite, mais qui était supposée être la divinité qui guidait l'ensemble des Aztèques. Et puis alors, même dans le cas des élites, il y avait aussi des divinités agraires qui étaient honorées lors des grandes fêtes, tout simplement parce que le dirigeant était un dirigeant sacré. Les Aztèques ne connaissaient pas la séparation des pouvoirs, donc pouvoir politique et pouvoir religieux étaient concentrés dans la personne du dirigeant. Et donc, le dirigeant était aussi considéré comme le responsable ultime de la bonne marche de l'univers, et donc notamment du fait qu'il pleuve au bon moment, en quantité suffisante, mais pas trop. Il était responsable aussi du bon déroulement du cycle agricole, et donc lors de certaines périodes de l'année, à l'articulation entre saison sèche et saison des pluies, eh bien, il participait aussi en public et en grande pompe à différents rites qui avaient trait notamment aux dieux de la pluie, de la terre, aux divinités du maïs. Et donc, lui aussi pouvait être impliqué dans ce type de rite. Y a-t-il eu, ou y a-t-il, du fait de chercheurs, ou peut-être ça a été le cas d'ailleurs dans les décennies antérieures, de la constitution de théories visant à essayer de voir ce qu'il y avait de commun, là je retourne un petit peu en arrière, entre les différentes religions mésoaméricaines, pour retrouver une sorte de religion primordiale, un petit peu, je pense à ce qu'a fait Georges Dumézil en essayant, en partant d'une hypothèse, mais qui semble vérifiée en tout cas dans un certain nombre de cas,
de retrouver au fond une sorte d'archétype en faisant la psychanalyse des religions de type indo-européen, en retrouvant donc cette trifonctionnalité. Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable qui a pu être échafaudé par des historiens des religions pour le cas alors de la Mésoamérique? Alors, pas d'étude aussi globale pour l'ensemble des religions mésoaméricaines, mais par contre pour certaines divinités qui semblent assez anciennes dans l'histoire de la Mésoamérique, il y a des études qui démarrent près de 2000 ans avant notre ère, et puis qui vont jusqu'aux Aztèques, et qui montrent finalement comment cette divinité s'est insérée dans les différentes civilisations au fil de l'histoire. Donc ça, il y a plusieurs études qui sont concentrées sur une divinité et son histoire, mais pas vraiment d'études globales qui envisageraient tous les aspects des religions mésoaméricaines à travers le temps. Bon, il y a l'étude de Michel Grolich qui concerne les mythes et rituels, qui ne remonte pas aussi loin évidemment. Il est aussi tributaire des sources disponibles, et pour les mythes, c'est essentiellement les documents écrits, donc il fait une étude globale des mythes, mais c'est pour les périodes les plus récentes. C'est ça. Bon, nous sommes en plein, en fait, dans une question que je comptais vous poser, mais tant mieux, je n'ai pas dû la poser en tant que telle. Nous sommes de plein pied à l'intérieur de celle-ci. C'est le problème des mythes, des croyances, du panthéon également. Que sait-on finalement des caractéristiques de ces dieux? Vous avez déjà abordé le sujet. Hein. Ces dieux, ce sont essentiellement des dieux masculins, ou y a-t-il aussi des divinités féminines et en même nombre? Je ne sais pas, hein, c'est une question que je pose. Ensuite, j'essaye un petit peu de préciser ma question. Quelles sont leurs formes également? Est-ce que, comme chez les Égyptiens, il y a des dieux anthropomorphes, zoomorphes, ou des dieux hybrides, qui sont moitié hommes, moitié animaux, comme chez les Égyptiens, où certains ont la tête d'homme et le corps d'animal, ou l'inverse? Et est-ce que l'on parvient à essayer de savoir pourquoi, justement, il y aurait alors des formes hybrides? Oui, alors effectivement, les panthéons, c'est une question extrêmement complexe pour les religions mésoaméricaines. Il suffit de lire ce qu'en disent les chroniqueurs coloniaux. Certains s'exclament qu'il y avait plus de 2000 dieux, d'autres qu'il y en a tellement qui renoncent à les compter, et qu'en plus de ça, il y avait toutes sortes d'apparences bizarres. Il y avait des hommes et des femmes, mais il y avait aussi des plantes, des animaux et des hybrides. Ah oui, également des végétaux. Donc. Voilà, et donc ça déconcerte totalement les chroniqueurs à l'époque coloniale, parce que pour eux, c'est vraiment un fouillis complètement inextricable. Alors on a déjà parlé, la cause, une des causes en tout cas, ce sont ces différentes strates, hein, effectivement, et le fait qu'on ait affaire à des panthéons qui augmentent sans cesse, mais qui ne suppriment pas grand-chose. Et donc à la fin de l'histoire préhispanique, évidemment, on se retrouve avec un certain nombre de divinités, dont certaines parfois assez proches, avec des fonctions qui se recoupent. Et puis alors, il y a surtout le fait principal, qui est que plutôt que des entités divines bien définies, en Mésoamérique et chez les Aztèques en particulier, on raisonnait surtout par fonction, c'est-à-dire les champs d'action de la divinité. Et alors, ces champs d'action pouvaient accentuer l'un ou l'autre aspect en fonction du contexte dans lequel on les énonçait. Pour prendre le dieu du feu, c'était le dieu du feu, mais il pouvait aussi avoir un lien avec le pouvoir. C'était aussi une divinité protectrice des marchands. Et donc, en fonction du contexte finalement dans lequel on l'invoquait, de la fonction pour laquelle il était sollicité, eh bien, on le représentait de différentes façons, on lui donnait différents noms, on faisait des rites qui n'étaient pas forcément les mêmes, et donc forcément ça démultiplie les possibilités. Ce qui arrivait aussi, c'était que, en fonction du contexte, là aussi, on puisse associer deux divinités habituellement représentées comme distinctes, et puis qui, tout d'un coup, commençaient à échanger leurs attributs sur certaines images, parce que, en fonction du contexte, on veut signifier, par exemple, la collusion qu'il y a entre deux domaines. C'est comme ça qu'on a une peinture dans le temple principal à Mexico, qui présente un personnage qui a à la fois des atouts de la divinité du maïs, Cinteotl, et du dieu de la terre et de la pluie, Tlaloc, tout simplement parce qu'on veut signifier que la pluie, la terre et le maïs, ce sont les trois éléments finalement qui sont indispensables pour un bon cycle agricole. Et donc on va présenter un personnage qui mélange les atours et aussi les fonctions de ces deux divinités. Et donc forcément ça complexifie
notablement les choses. Ça peut aller assez loin, puisque le même Tlaloc pouvait recevoir jusqu'à 26 épithètes différentes, et qu'on évoquait séparément ou conjointement en fonction du contexte, des fonctions qu'on souhaitait évoquer. Et alors, il y a la question des représentations, évidemment, qui, elles aussi, n'ont pas manqué de surprendre, d'étonner et parfois de complexifier les choses, puisque ces divinités étaient la plupart du temps représentées de façon anthropomorphe, soit des représentations masculines ou des représentations féminines, mais il y avait aussi des animaux, il y avait aussi des plantes, il y avait aussi des personnages hybrides, et le même dieu pouvait être représenté tantôt sous forme anthropomorphe, tantôt sous forme zoomorphe, tantôt sous forme hybride. C'est comme ça qu'on a Quetzalcoatl qui est parfois anthropomorphe, parfois figuré sous l'aspect d'un serpent à plumes, parfois avec un corps de serpent à plumes, mais dont sort un visage d'être humain. Donc effectivement, il y a plusieurs représentations possibles pour une même divinité, là aussi en fonction du contexte, et aussi parce que c'est la façon dont l'image fonctionne en Mésoamérique en général, chez les Aztèques également. Plutôt que de représenter l'essence de la divinité, ce qu'elle est, on va s'exprimer par analogie et montrer ce que la divinité fait ou est censée faire dans un contexte particulier en recourant à des analogies avec ce qu'on connaît, à savoir par exemple le monde animal ou le monde végétal. Et donc Huitzilopochtli, divinité principale des Aztèques, était parfois représentée sous la forme d'un colibri ou bien d'un personnage avec un costume de colibri ou avec une tête de colibri, un petit peu comme on peut trouver chez les anciens Égyptiens, et donc tout simplement parce que le colibri était considéré comme un animal solaire qui disparaissait une fois que l'hiver approchait, puis qui réapparaissait au beau jour, comme le soleil se couche à la nuit tombée et puis réapparaît le lendemain matin, et en même temps c'était un symbole du guerrier, avec son bec très long et pointu qui évoque une arme, avec le fait qu'il vole très vite, il est toujours en mouvement comme l'était un guerrier, et donc pour les Aztèques, le colibri est un animal qui a des connotations solaires et guerrières, et donc par analogie, Huitzilopochtli, on va le représenter parfois de façon anthropomorphe, parce qu'on le personnifie, il faut s'adresser à lui, mais aussi par analogie, d'un point de vue symbolique, on va montrer un animal qui a des caractéristiques qu'on prête à ses fonctions principales. Tout ça est évidemment passionnant, même s'il faudra que je réécoute l'entretien pour refaire un peu le tri, parce que vous avez... Mais c'est compliqué en soi. Non, mais vous avez lancé plein d'informations comme ça, mais j'en suis un peu responsable, parce que l'objectif c'est que ce soit audible par tout le monde, mais c'est moi qui vous pousse dans des retranchements de spécialistes, alors je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même, hein, mais c'est tout à fait passionnant. En vous entendant, je me demandais, est-ce qu'il y a eu, et peut-être c'est le cas, des influences ou des rapprochements entre les américanistes, spécialistes de la religion maya ou aztèque, et d'autre part des méthodes d'analyse, je pense d'historiens des religions en France, des approches de type structuraliste, je pense bien sûr pour la préhistoire à Leroy-Gourand, je pense à Vernon pour la religion grecque, je pense évidemment à Claude Lévi-Strauss pour tous les mythes amérindiens, voilà, que ce soit de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Sud. Je pense aussi à l'approche de Marcel Granet pour la religion des Chinois. Ou est-ce qu'il y a aussi, comme dans le cas de Jean-Pierre Vernant pour les Grecs, une influence de Meyerson dans le domaine de la psychologie collective? Je vous pose toutes ces questions comme ça, toute cette question un peu... je vide mon sac devant vous pour savoir si, au fond, quand on étudie une religion comme vous, on va rechercher parfois des méthodes d'analyse de spécialistes qui travaillent sur des religions tout à fait autres, mais qui méthodologiquement peuvent permettre une approche nouvelle à laquelle on ne pensait pas de certains phénomènes dont soi-même on est spécialiste. Oui, alors effectivement, c'est une question assez centrale. Dans l'historiographie, il faut bien reconnaître que les mésoaméricanistes ont souvent eu tendance à rester entre eux. Et voilà, on compare souvent au sein de la Mésoamérique, mais on sort assez rarement de l'ère culturelle, ne serait-ce que pour comparer avec d'autres civilisations préhispaniques, par exemple, comparer avec l'Amérique du Sud, même ça se fait très peu. Ah bon?
Donc historiographiquement, c'est encore un défi à relever. Mais actuellement, je pense quand même que les chercheurs doivent de plus en plus s'ouvrir à ce type de démarche, parce que c'est vrai que quand on y songe, l'américanisme, c'est une discipline assez récente d'un point de vue scientifique par rapport à d'autres qui ont une histoire beaucoup plus longue. Et donc, effectivement, dans certaines autres spécialisations, méthodologiquement, on est beaucoup plus avancé que ce qui se fait actuellement pour les études mésoaméricanistes. Donc oui, il y a certainement toute une série de bonnes idées et de bonnes choses à emprunter et à adapter au domaine mésoaméricain. C'est ça, parce que vous parliez de l'Amérique du Sud, mais c'est vrai que quand on fait l'archéologie de la pensée, comme vous, bon, quand même, les Amérindiens sont tous originaires d'Asie, donc ils ont quand même une origine commune. Alors je ne sais pas s'il y a des liens avec des formes de chamanisme ou d'animisme des Tsungus ou quoi du nord-est de la Sibérie, mais c'est vrai qu'ils viennent du même endroit. Alors évidemment, ils se sont déplacés et se sont arrêtés à des endroits différents. Il y en a qui ont poursuivi jusqu'en Patagonie, si je puis dire. Enfin, hein, mais voilà. Et donc inévitablement, je n'en sais rien, il y a peut-être des restes de religion primordiale, de religion première, qui sont peut-être communes et que l'on ne retrouve peut-être pas justement dans des rameaux du genre humain beaucoup plus anciens et qui ont conduit voilà, aux religions africaines, asiatiques ou européennes. Voilà, oui, je me posais la question. Oui, donc, il y a effectivement voilà. un front commun assez ancien, Voilà. qui remonte à plusieurs millénaires, mais bon, Voilà. qui fait qu'il y a peut-être plus en commun effectivement entre voilà, c'est ça, c'est une question de parenté plus l'Amérique étroite. ancienne. Et puis alors il y a aussi le fait que, bon, par commodité, on divise l'Amérique préhispanique en aires culturelles, sur base des ressemblances, mais ce ne sont pas non plus des aires qui sont restées totalement fermées, isolées les unes des autres. Oui. Donc la Mésoamérique, voilà, ces civilisations ont aussi du contact à la fois avec le nord du Mexique et les États-Unis, et également avec l'Amérique centrale. Il y a aussi eu des contacts et des échanges, donc là aussi ce sont des choses qui sont assez intéressantes à étudier, mais qui ne reçoivent que très peu d'attention, à l'heure actuelle en tout cas. Alors, question plus pointue maintenant, la question de l'au-delà. A-t-on des informations? Ne peut-on faire que des supputations, des hypothèses, ou peut-on marcher sur un terrain quand même relativement assuré à partir des recherches récentes? Peut-on faire de nouveau, puisque cette chaîne est destinée à un public très large, des comparaisons avec l'au-delà des Égyptiens ou avec l'au-delà de l'ancienne religion des Grecs, où il y avait les Champs-Élysées pour les héros et d'autre part un destin très misérable d'ombre pour les Kidam. Pourriez-vous nous éclairer un petit peu à ce sujet? Alors, on a effectivement un certain nombre de données sur l'au-delà dans son acception mésoaméricaine et plus spécifiquement chez les Aztèques. C'est une question qui a beaucoup intéressé les missionnaires. Alors là aussi, il faut faire la part des choses parce que on le verra parfois, ils ont un petit peu influencé la façon dont ils ont retranscrit les informations qui leur étaient données. Ils ont parfois aussi forcé les rapprochements en fonction de leur propre bagage culturel, mais on est relativement bien documenté. Donc les défunts chez les Aztèques étaient supposés tous se rendre au Mictlán, littéralement le lieu des morts, qui est un endroit pour les défunts que l'on situe parfois à l'intérieur de la terre, mais qui est aussi assimilé au ciel nocturne. Donc à la fois à l'intérieur de la terre et le ciel nocturne, qui est aussi associé à la nuit, puisqu'il est question de ciel nocturne. L'espace et le temps, ce sont des notions qui sont liées en Mésoamérique. Nous on sépare les deux en Mésoamérique, on les confond. Et donc le Mictlán est à la fois un endroit et un moment, la nuit, qui est le moment réservé notamment aux défunts et aux divinités. Et donc tous ces défunts sont supposés aller au Mictlán, qui est assez volontiers décrit comme un endroit assez désagréable, où notamment on consomme toutes les choses qui sont impropres à la consommation sur Terre, des ordures, où il faut passer une série d'épreuves, passer à travers des montagnes qui sont entrechocs, résister à un vent de lames d'obsidienne, pour finalement rencontrer
le maître des lieux, le seigneur du Mictlane, et les missionnaires décrivent volontiers ce lieu comme l'enfer. Ah oui, Parce ça c'est leur vision. Parce qu'il est décrit comme quelque chose de désagréable, parce qu'on le situe parfois à l'intérieur de la terre, donc pour eux, évidemment, c'est l'enfer, et ils ne regardent pas le fait qu'on le situe aussi dans le ciel nocturne. Je rappelle, pour faire un petit peu d'étymologie, sans vouloir être pédant, que enfer signifie infra, c'est ce qui est en dessous. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Mais effectivement, c'est un rapprochement. Il faut faire le lien. Ils font volontiers, et donc, notamment, dans les sermons qu'il faisait, quand il voulait parler de l'enfer, il disait le Mictlane, alors qu'en réalité, c'était un endroit où tous les défunts, quoi qu'ils aient pu faire durant leur existence, étaient supposés se rendre après leur mort. Mais y a-t-il équivalent alors d'un paradis ou autre chose, ou bien tout le monde va en enfer? Et alors, ensuite, une fois que tout le monde passait par le Mictlane, oui. Et alors, il semblerait, mais là les informations sont beaucoup plus confuses, que certaines catégories de défunts se rendaient ensuite dans d'autres endroits. Et là, il n'est pas toujours évident de savoir qui allait où et à quelles conditions, mais pour certaines catégories, on est relativement bien documenté, oui. Notamment les guerriers héroïques, c'est-à-dire ceux qui étaient morts au combat ou bien morts sur une pierre de sacrifice. Eh bien, ils se rendaient à un endroit qui était appelé le ciel maison du soleil, et ils étaient supposés accompagner le soleil lors de sa course matinale dans le ciel. Ça. On avait aussi, par exemple, un endroit qui était réservé aux élus de Tlaloc, le dieu de la terre et de la pluie, qui était décrit comme un lieu d'abondance où on ne manquait de rien, et où se rendaient ceux qui avaient été choisis personnellement par Tlaloc, c'est-à-dire ceux qui avaient une mort en rapport avec le ou la terre, ceux qui étaient morts noyés, ceux qui étaient morts foudroyés. Et donc ceux-là, s'ils étaient morts de cette façon, c'est parce que Tlaloc les avait choisis pour le rejoindre dans son Tlalocan, et de là, ils devenaient des assistants de Tlaloc, ils aidaient dans ces différentes tâches. Et donc, voilà, on est informé sur différents autres au-delà qui existaient à côté du Mictlane et où accédaient seulement certaines catégories de défunts à des conditions assez précises, semble-t-il. Et on sait aussi que ces différents au-delà n'étaient pas forcément strictement fermés et cloisonnés entre eux, puisque justement, pour reprendre le cas des guerriers qui étaient morts au combat ou sur une pierre de sacrifice, eh bien, le matin, donc, ils accompagnaient le soleil, et l'après-midi, ils se changeaient en petits oiseaux multicolores, on se souviendra du colibri qui était un symbole du guerrier, et ils allaient butiner dans un lieu d'abondance qui ressemble fort au Tlalocan, un endroit de Tlaloc. Et puis l'après-midi encore, ils se rendaient dans le ciel et ils servaient de soutien à la voûte céleste nocturne. Donc il y a vraiment, semble-t-il, une circulation peut-être plus importante que ce qu'on pourrait concevoir entre les différents au-delà. Et alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'au point de vue des rites funéraires, ils étaient adaptés en fonction notamment du type d'au-delà auquel on était supposé accéder. Pour le ciel maison du soleil, il fallait monter avec le soleil, donc on était incinéré, alors que pour se rendre auprès de Tlaloc, dans le Tlalocan, donc c'était au sein de la terre, on était enterré. Ah oui, c'est ça. Oui, au fond, il y a comme chez les Grecs ou chez les Romains, il y a donc aussi il y a donc des divinités chtoniennes et des divinités ouraniennes. Oui. C'est ça. Et donc des destins ouraniens et des destins chtoniens après la mort. Oui, en tout cas en théorie, puisque on a vu aussi que manifestement certains passaient de l'un à l'autre. Les guerriers, ils avaient été incinérés, ils se rendaient au ciel maison du soleil, mais l'après-midi, ils allaient quand même au Tlalocan. Est-ce qu'il y a, et alors là j'arrive, parce que j'anticipe un petit peu sur la fin de notre entretien, et nous ne sommes pas encore arrivés, je me demandais si à l'époque de la christianisation, donc à partir du XVIe siècle, est-ce que cette circulation, je ne vais pas dire des âmes, parce que ce ne sont pas des âmes après la mort chez eux, ce sont des ombres, des êtres, enfin je ne sais pas. Enfin, il y avait plusieurs entités animiques. Voilà, c'est ça. Certaines restaient sur Terre et d'autres s'en allaient dans l'au-delà, donc voilà. C'est compliqué. Est-ce que dans cette circulation, puisque la circulation était possible, existait, vous en avez donné des exemples, est-ce que ça n'a pas pu faciliter le discours des missionnaires qui sont venus parlant de la notion de faute et de péché? Est-ce que ça n'a pas facilité l'intégration de cet endroit qui a été inventé au XIIe siècle dans l'Occident médiéval, qui est le purgatoire? Et alors en fait, ils se sont fort intéressés à la question, mais ils ont assez mal perçu la façon dont tout ça fonctionnait. C'est ça. Et donc, en gros, il y avait le Mictlane
qui, bien que le passage obligé par tous les défunts, est devenu l'enfer sous la plume des missionnaires. Et alors un endroit comme le Tlalocan, l'endroit de Tlaloc, est devenu le paradis de Tlaloc, parce que décrit comme lieu d'abondance où on ne manque de rien. Et ils ont un petit peu forcé le rapprochement entre les deux, ils se sont un petit peu cantonnés à ça. Et dans les sermons, on peut voir que celui qui ne se comporte pas bien ira au Mictlane, tandis que celui qui agit bien, il ira au paradis de Tlaloc. Entendu. Nous allons aborder maintenant, bien que tout est dans tout, donc inévitablement dans notre entretien, il y a des choses qui reviennent, et voilà, on ne peut pas imposer comme ça des catégories bien cloisonnées dans un domaine qui forme justement un tout, justement, et dont on ne peut pas dissocier les parties, puisqu'elles sont structurellement liées. Nous avons parlé beaucoup, enfin vous avez parlé essentiellement jusqu'à présent donc des mythes et des croyances. Maintenant, en ce qui concerne le culte et les rites, il y a 3 sujets dont j'aimerais bien parler avec vous. C'est d'une part les sacrifices sanglants, même si vous êtes revenu sur le sujet à un moment donné, mais puisqu'on en a quand même, c'est la vision que beaucoup d'élèves vont garder la civilisation aztèque quand ils sortiront de l'enseignement secondaire, donc on doit en parler inévitablement pour resituer ça dans son contexte et ne pas rester avec des images très caricaturales qui ne sont que le produit, encore maintenant dans les manuels, de la vision qui a été transmise par les missionnaires chrétiens. Donc, le problème des sacrifices sanglants. Alors, le problème, c'est pas un problème, nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un temple pour un aztèque. Est-ce qu'on peut faire des équivalences avec un temple grec, avec un temple romain, avec le temple de Jérusalem ou pas du tout? Et alors, la question du clergé. Y a-t-il un clergé? Y a-t-il un clergé au sens où on l'entend traditionnellement dans nos régions, où domine le christianisme? Y a-t-il plusieurs catégories de personnel dans ce clergé? Y a-t-il un haut clergé, un bas clergé? Y a-t-il une organisation hiérarchique du clergé? Enfin voilà, donc c'est sur tout cela que je voudrais vous interroger. Donc on va peut-être partir des sacrifices sanglants, et puis alors on va aborder le problème du clergé et la question des temples. Voilà. Alors effectivement, la question des sacrifices est tout à fait centrale, puisque voilà, même si un petit peu partout de par le monde, on constate que la plupart des civilisations ont pratiqué ce type de rite à un moment ou l'autre de leur histoire, quand on pense aux Aztèques, en premier lieu, on pense effectivement à ces images de sacrifices. Et quand on dit sacrifice humain, la plupart du temps aussi, c'est aux Aztèques qu'on pense en premier lieu. Et alors pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Bon, les Aztèques pratiquaient effectivement les mises à mort rituelles d'êtres humains, mais il y a donc à la fois le fait qu'on est tributaire des sources coloniales et le fait aussi que c'est une pratique qui a beaucoup choqué parce que fort spectaculaire chez les Aztèques et parce que, à certains égards, on est encore prisonnier de certains a priori de la pensée du XIXe siècle, et notamment en anthropologie le courant évolutionniste qui voyait dans toute société humaine différentes étapes par lesquelles passait toute société. Et donc, dans ce courant de pensée, les sacrifices humains appartenaient aux stades les plus archaïques. Et alors, ce qui choque évidemment avec les Aztèques, c'est qu'ils se situent à la toute fin de l'époque préhispanique, qu'il semblerait qu'au lieu de réduire le nombre de sacrifices au fur et à mesure, ils n'ont fait que les augmenter. Et à côté de ça, les Aztèques étaient considérés comme une civilisation, sur cette fameuse échelle évolutionniste, assez avancée et raffinée. Et donc, il y avait ce contraste entre cette société si avancée et le fait qu'elle s'adonne à une pratique considérée Alors, comme... sur ce point précis, avant de vous laisser continuer, parce que vous avez encore plein de choses à nous dire, quelque part, il n'y a pas quelque chose de paradoxal et même d'irrationnel, d'insensé, quand on pense que la deuxième moitié du XVIe siècle et la première moitié du XVIIe siècle a été l'époque où, en Europe, on a monté le plus grand nombre de bûchers. Alors, entendons-nous bien, les bûchers, ce ne sont pas des sacrifices, c'est une punition, c'est une manière comment dirais-je, d'éradiquer le mal. Mais quelque part,
en termes de sauvagerie, entre guillemets, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'étonnant que ceux-là même qui considéraient que les Aztèques étaient sanguinaires et donc avaient quelque chose de préhistorique, même si au XVIe siècle la préhistoire n'a pas de sens, puisqu'on croit encore à Adam et Ève et que le monde a 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc ça n'a... Et d'autre part, le fait de pratiquer quand même des choses qui sont tout aussi affreuses, parce que bon, tous ceux qui passaient sur le bûcher, à moins de renoncer à leurs croyances antérieures, n'étaient pas tués, ils brûlaient vifs quand même. Voilà, je vous pose la question, y a-t-il eu d'abord des bûchers en Nouvelle-Espagne, donc au Mexique, et voilà, c'est une question que je me pose en termes de rationalité. Oui, alors effectivement, il y avait certains sacrifices qui impliquaient être jetés dans le feu, même si, comme on va le voir, le sacrifice n'était pas une punition qui était destinée à quelqu'un qui avait fait une faute quelconque, mais au contraire était une mort valorisée. La plupart du temps, c'était des prisonniers de guerre qu'on sacrifiait et c'était la mort la plus honorable possible. Donc ça, c'est une première grosse différence. Et alors, effectivement, ce qui est assez étonnant, c'est de voir qu'en Europe, le sacrifice humain au XVIe ou XVIIe siècle va tellement choquer, alors qu'à côté de ça, en termes de mise à mort particulièrement douloureuse, il n'était pas dans le reste. Mais là, il faut y voir aussi un effet de la propagande des auteurs coloniaux qui, au XVIe siècle, vont avoir besoin, a posteriori, de trouver des justifications à l'entreprise coloniale qui était décriée, et notamment au mauvais traitement qui était infligé aux Amérindiens. Et donc il y avait un certain nombre de voix qui s'élevaient contre ces mauvais traitements, qui remettaient en cause l'idée même de colonisation. Et alors sous la plume des auteurs coloniaux, la pratique du sacrifice humain va devenir une justification de l'entreprise coloniale. Au fond, ils pratiquaient des choses tellement abominables que heureusement qu'on est arrivé et heureusement qu'on y a mis fin pour les évangéliser et les conduire vers la vraie foi. Et alors là, à partir de là, sous la plume des auteurs coloniaux, on trouve des exagérations, sur le nombre de victimes notamment, où on parle de milliers de victimes. On trouve aussi des anecdotes qu'on ajoute pour rendre le récit du sacrifice encore plus atroce, comme la victime à laquelle on vient d'arracher le cœur, qui se relève et parvient encore à faire quelques pas avant de s'effondrer. Comme la poule dont on coupe le cou et qui continue donc à faire quelques pas, totalement improbable, mais qu'on ajoute histoire de rendre le récit encore plus atroce. Mais dans les miracles chrétiens aussi, il y a Saint-Loup qui a sa tête et qui porte sa tête, ou Saint-Denis, non c'est Saint-Loup je crois. Voilà. Oui, alors donc effectivement, ça fait partie peut-être aussi des motifs littéraires de l'époque, mais voilà, on s'en donne à cœur joie pour décrire ces sacrifices en détail de la manière la plus atroce possible, en exagérant, en rajoutant, aussi bien dans le texte que dans les illustrations qui vont accompagner les ouvrages, et ce sont des ouvrages qui vont connaître une grande diffusion en Europe, qui vont être traduits en plusieurs langues, qui vont être beaucoup lus et qui auront un impact énorme puisqu'ils vont alimenter l'imaginaire populaire jusqu'à nos jours. D'un point de vue archéologique, on ne commence à connaître d'un point de vue archéologique les sacrifices humains qu'à partir de la fin du XIXe siècle. Et donc avant ça, pratiquement tout ce qu'on en sait, ça repose sur ce qu'on a pu lire dans les auteurs coloniaux. Donc on est tributaire aujourd'hui encore de ces images et de ces descriptions exagérées et pour lesquelles parfois on inventait des détails uniquement dans le but de les faire percevoir comme encore plus atroces. Et alors ces sacrifices avaient lieu sur les temples, parce que c'est une manière pour moi d'arriver au problème des temples, et alors c'était le clergé et y avait-il des sacrificateurs qui avaient une fonction propre, je veux dire n'importe quel membre du clergé, si c'était les membres du clergé qui sacrifiaient, ce que je suppose, qui pratiquaient cela. Expliquez-nous un petit peu le lien entre sacrifice, temple, clergé, et c'est une manière aussi d'aborder ces deux aspects. Donc les temples sont-ils des maisons des dieux ou sont-ils des lieux de culte, ou les deux en même temps, parce que je pense évidemment à cette distinction. Quand on pense au temple grec et au temple romain, ce sont les maisons des dieux. D'ailleurs, quand il y a sacrifice, ça se fait devant le temple, mais pas dans le temple, chez les Grecs par exemple.
D'ailleurs, je voudrais vous interroger à la même occasion pour savoir si la notion que l'on trouve chez les Grecs, la notion d'hécatombe, ce qui veut dire qu'on tue 1000 bœufs, c'est ça, ou 100 bœufs, hécatombe, 100 bœufs, hein, 100 bœufs, cette notion d'holocauste qui maintenant est associée à la Shoah, mais bon, qui est un terme tout à fait impropre par rapport à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale vis-à-vis des Juifs. Alors, là, comment dirais-je, la synagogue n'est pas du tout la maison de Dieu, c'est un lieu d'étude où la communauté se retrouve. Une mosquée, ce n'est pas la maison de Dieu, surtout pas. C'est bien l'endroit où la communauté des musulmans se rassemble. Tandis que chez les chrétiens, il y a les deux en même temps. Une église, c'est en même temps l'endroit, puisque ecclésia veut dire communauté, c'est en même temps l'endroit où les fidèles se rejoignent, se rassemblent, mais c'est en même temps aussi la maison du Dieu, puisqu'il y a le tabernacle qui se trouve derrière l'autel. Je voudrais savoir un petit peu ce que c'est qu'un temple aztèque et comment on pourrait le comparer ou le distinguer par rapport à ce qu'on appelle temple chez nous ou lieu de communauté. Voilà, ce serait ma première sous-question. Et alors, vous pouvez inclure là-dedans directement le problème du clergé, d'ailleurs. D'accord, eh bien... C'est une vaste question, hein, je sais bien, mais qui interpelle certainement, je crois, les auditrices et les auditeurs. Alors, les lieux de culte pouvaient revêtir toute une série de formes en fonction de l'importance du Dieu, en fonction de sa nature, de son domaine d'action, évidemment. Oui. Mais la forme la plus classique, c'est un petit sanctuaire qui se trouve au sommet d'une pyramide à laquelle on accède par une volée d'escalier. Alors il peut avoir, si la divinité est importante, toute une série de structures annexes. Souvent une cour qui précède le temple, des bâtiments annexes en contrebas, notamment où logeaient les prêtres, où se déroulaient certains autres rites. Il y a un petit bassin avec un point d'eau, lieu d'ablution pour les prêtres, des petites structures, une petite plateforme d'exposition des crânes pour certains sacrifices qui se déroulent à proximité. Donc une importance et une typologie finalement qui était à géométrie variable selon la divinité, mais l'élément principal, c'est donc cette petite chambre au sommet d'une pyramide qui habituellement faisait tout au plus, même pour les dieux les plus importants, quelques mètres carrés. Donc c'était tout petit, ce qui montre déjà que la communauté ne s'y réunissait pas. Et alors en plus, étymologiquement, quand on regarde quel était le nom donné dans la langue des Aztèques, le nahuatl, pour un temple, il l'appelait Teocalli, c'est-à-dire littéralement maison de Dieu. Théos, Dieu, Kali, temple, donc un temple, c'est avant tout le lieu de résidence terrestre de la divinité. Et on y trouvait son effigie, en pierre, en bois ou en un autre matériel. On y trouvait parfois aussi ce qu'on appelle son paquet sacré, c'est-à-dire un paquet qui contenait des objets ayant appartenu à la divinité, parfois aussi des os ou des cendres si la divinité s'était incarnée à un moment donné et puis était repartie d'où elle venait en laissant certains restes, des reliques au sens étymologique du terme, des restes. Et donc on y trouvait à peu près uniquement ça. Et les seules personnes qui étaient autorisées à pénétrer dans cette petite pièce, c'était les prêtres qui étaient les gardiens de la divinité, les Teohadzin, ceux qui faisaient partie des prêtres au rang le plus élevé, et qui seuls avaient le droit de pénétrer dans la pièce. Il y avait donc consécration du lieu, il y avait une cérémonie de consécration de ce lieu, comme il peut y en avoir pour d'autres civilisations, une consécration du lieu où, justement, seul le grand prêtre ou le prêtre peut aller et les autres pas. Donc, est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, je pense à Rome aussi, vous savez, ou au Téménos, en Grèce, vous savez, ces espaces sacrés où on ne peut pas rentrer avec une arme, parce que sinon, on souille le lieu, des choses comme ça. Il y avait toute une série de rites qui entouraient à la fois la construction d'un tel édifice et ce qu'on appelait son inauguration avant la première fois où on mettait en fonctionnement. Et si par la suite on décidait de l'abandonner et en construire un autre, il y avait aussi des rites de clôture. Ah voilà, donc, effectivement, il y avait des rites comme chez les chrétiens maintenant. Qui entouraient, on désacralise une église. On désacralise une église, dont on fait parfois un signe ou autre chose. Voilà, c'est ça. Et donc il y avait effectivement des rites qui entouraient la construction et l'utilisation de ces temples. Et à côté de ça, les divinités les plus importantes pouvaient avoir un personnel assez important qui pouvait se compter en dizaines et en dizaines de serviteurs et dont la plupart en fait ne pouvaient jamais accéder
à cette C'est partie. ça, voilà. Ils se contentaient de balayer la cour, de préparer le matériel pour tel ou tel rite, de préparer les offrandes, parfois d'amener les offrandes jusqu'au bas de la pyramide, mais ils ne pouvaient pas monter. Ce sont quoi, des bedeaux, des sacristains? Enfin, je ne sais pas, pour essayer de trouver, je sais que ça n'a pas de sens, hein, mais un petit peu, voilà, c'est comme dans le personnel lié à une église, même s'il n'y a pas moyen de faire de comparaison, mais enfin, un bedeau, c'est quelqu'un qui n'est pas membre du clergé, et qui peut pas, enfin, qui est là pour tirer la cloche, ou pour mettre en place le vin, la coupe, etc., sur l'autel. Et donc, il y a une hiérarchie. Dans les temples les plus importants, où il y a un personnel qui se chiffre en dizaines, effectivement, il y avait une hiérarchie qui était établie entre les différents membres du personnel, avec des statuts très différents. Souvent, ceux qui avaient les rangs les plus élevés et qui étaient autorisés à pénétrer dans la chambre principale étaient des prêtres permanents qui officiaient parfois pendant des années et des années d'affilée, alors qu'à côté de ça, il y avait aussi un personnel qui était là que pour une durée limitée, habituellement 1 an. Mais on pouvait même avoir aussi, par exemple, quelqu'un qui ne s'engageait que pour une vingtaine, puisque l'année solaire était divisée en périodes de 20 jours, et donc on pouvait très bien ne s'engager que pour une période de 20 jours. Et c'est une année solaire, c'est pas une année lunaire. Donc, une année solaire, oui, oui. Et alors, effectivement, on pouvait trouver toute une variété de personnel, avec des statuts sociaux très différents, et avec aussi une durée d'engagement qui pouvait varier dans le temps. Et alors, quand on appartenait, si je puis dire, au clergé, je ne sais pas si cette notion a du sens, mais enfin, est-ce qu'on a des indices ou des informations même plus claires qui nous laissent penser qu'ils appartenaient vraiment aux classes supérieures de la société? Est-ce que ces emplois leur étaient réservés, ou est-ce que c'était via l'instruction, je dirais par la méritocratie et non pas par le biais de l'aristocratie, qu'ils parvenaient à occuper ces postes? Alors on a plusieurs informations qui nous sont parvenues par le biais des documents coloniaux qui affirment que tout un chacun, aussi modeste sa condition fût-elle, pouvait accéder au plus haut rang. Mais c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'on sait que aussi ceux qui accédaient aux rangs les plus élevés, la plupart du temps, étaient passés par l'instruction dans des endroits appelés kalmekak qui dispensaient notamment de l'instruction aux enfants de la noblesse en priorité, ça, voilà. qui n'étaient pas forcément strictement cloisonnés et qui pouvaient de temps en temps accepter, en tout cas en théorie, quelqu'un qui était issu du peuple. Mais semble-t-il, la distinction était plus théorique qu'autre chose, et donc concrètement, ceux qui étaient les plus spécialisés, ceux qui avaient reçu l'instruction la plus poussée, et donc ceux qui accédaient au rang élevé, étaient aussi ceux qui étaient issus des noblesses, des quartiers les plus prestigieux de Mexico, et donc il y avait en quelque sorte une distinction sociale qui se maintenait également dans les rangs auxquels on pouvait accéder, même si en théorie, et c'est peut-être une évolution récente à la veille de la conquête, en théorie, quelqu'un qui était issu d'un milieu modeste pouvait, s'il montrait une inclinaison particulière pour la religion, également accéder au rang les plus élevés. Et savoir et religion sont obligatoirement liés ou pas? Est-ce qu'une école est par définition un endroit d'instruction religieuse? Oui, alors, c'est une question intéressante. Donc effectivement, en Mésoamérique, donc on ne séparait pas la religion en tant que telle, et donc on la retrouvait notamment dans tous les domaines de la connaissance, et donc là aussi, recevoir une instruction, ça signifiait forcément qu'il y avait une part d'instruction religieuse. Il y avait 2 types d'endroits où on envoyait ses enfants pour recevoir une instruction. Il y avait le Tel Pochkali qui était destiné principalement aux enfants des milieux populaires, et le Kalmekak qui se trouvait à proximité des temples, qui servait aussi d'endroit où se déroulaient certains rites et de logement à certains prêtres, et où on dispensait une instruction plus poussée, où allaient essentiellement les enfants de la noblesse. Et donc dans les 2 cas, on recevait une instruction qui comportait une partie religieuse, mais elle était beaucoup plus poussée dans le Kalmekak que dans le Tel Pochkali, oui. Et donc ceux qui en sortaient étaient aussi la plupart du temps ceux qui accédaient aux postes les plus élevés par la suite. Moi, ce qui me frappe en vous entendant, c'est que j'ai l'impression qu'on sait, en tout cas aujourd'hui, beaucoup plus de choses sur cette civilisation et sur la religion aztèque
qu'il n'en paraît dans les revues de vulgarisation. Je veux dire, hein, parce que je me demande s'il n'y a pas y a-t-il un effort suffisant des savants comme vous pour faire passer tout ce que vous êtes en train de me raconter, parce que je lis quand même des revues de haute vulgarisation, pas spécialisées dans ce domaine-là, mais de temps en temps on voit qu'il y a des numéros de Sciences et Vie, des cahiers, vous voyez, qui paraissent, mais ça ne me paraît pas aller aussi loin, je veux dire, dans notre connaissance. Je ne parle pas dans la spécialisation que tout ce que vous êtes en train de me dire, de nous expliquer, parce que ça me paraît tellement... j'ai l'impression qu'on sait finalement beaucoup de choses, même si les sources sont limitées, même si ces sources sont réduites, tout ce que vous avez expliqué méthodologiquement dans l'introduction, je trouve qu'on sait finalement pas mal de choses qui mériteraient d'être sues par je dirais, par les honnêtes gens, comme on dit, hein, ce qu'on appelle les honnêtes gens jadis, c'est-à-dire des gens qui cherchaient à avoir une culture générale, voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un effort suffisant des savants parce que... Il y a encore beaucoup à faire, je dirais. Oui, mais tout ce que vous dites, par exemple, ça mériterait de... Dans le monde anglophone, dans le monde hispanophone, il y a peut-être plus, mais c'est vrai que dans le monde francophone, il y a de temps en temps l'une ou l'autre publication, mais c'est vrai qu'on pourrait faire beaucoup plus. C'est ça, parce que souvent, on axe les choses sur tout ce qui est spectaculaire, les fameux... et c'est souvent ce que les journalistes demandent d'ailleurs. Comment? C'est souvent ce que les journalistes demandent. Oui, parce que évidemment. souvent, quand on les sollicite voilà. pour participer à ce genre d'ouvrage, eh bien souvent on demande un sujet comme les sacrifices. C'est ça. Et vous voyez, dans les questions que je vous pose, souvent je vous pose des questions en termes de comparaison. Parce que je crois que c'est intéressant de... oui, on pourrait, dans le cadre d'un projet anthropologique, faire cette comparaison aussi, hein, pour s'intéresser finalement plus à l'homme qu'à l'homme aztèque, l'homme grec, l'homme égyptien, etc. Mais c'est vrai que je crois que beaucoup de gens se posent la question, toujours à partir de leur propre savoir, ou ce qu'il en reste, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une école à cette époque-là? Qu'est-ce que c'est qu'un temple? Est-ce que ça correspond à quelque chose que je connais déjà? Voilà, est-ce qu'une école, c'est l'équivalent d'une école de l'époque carolingienne, où on formait des clercs, mais qui étaient des clercs destinés à être des administrateurs de l'Empire carolingien? Est-ce que ça correspond à une médersa? Est-ce que ça correspond... Vous voyez, et c'est des questions, je crois que... tout le monde a le droit de savoir ce genre de choses. Le tout, évidemment, c'est de se donner les moyens d'accès au savoir. Hein. Enfin, c'est l'objectif de cette chaîne. Hein. Voilà, je crois qu'on a fait déjà... voilà, on a parlé des sacrifices. Vous avez parlé des sacrifices, vous avez parlé du clergé, vous avez parlé des temples. Je crois qu'on a fait le tour de tout cela. Maintenant, il reste tout doucement arrivé vers la fin. C'était une question que j'annonçais dès le départ, qui porte sur la correspondance avec la religion maya. Hein, vous y avez touché un petit peu, mais est-ce que vous pourriez développer un petit peu cet aspect des choses? Oui, alors effectivement, donc les Mayas étaient les voisins des Aztèques, oui. qui ont occupé le Mexique oriental, oui. Le Guatemala, le Belize, une partie du Honduras. Ils sont un petit peu plus anciens que les Aztèques tout de même, puisque les premiers établissements mayas remontent au début de notre ère, alors que les Aztèques sont au XIIIe siècle. Mais par contre, il y a eu des Mayas jusqu'à l'époque de la conquête espagnole, comme il y a eu les Aztèques, et donc ils ont cohabité. Il y avait encore, donc, parce que souvent on a l'impression que les Mayas, ça finit vers le XIIIe siècle, et qu'au fond, les Aztèques, non, ils étaient encore là à l'époque. Il y avait encore du XVIe siècle. Des Mayas, je veux dire, civilisés, je ne parle pas avec des configurations qui ont parfois changé, avec des centres de pouvoir qui ne se trouvaient plus au Guatemala, comme anciennement, mais plutôt au Mexique oriental, à la péninsule du Yucatan, avec des changements aussi dans le type de pouvoir et de société, mais il y avait toujours des Mayas au XVIe siècle. Et y a-t-il eu des combats avec les Espagnols? Parce qu'on parle toujours de Mexico, enfin on parle toujours de l'aspect, je dirais, le choc entre les Espagnols et d'autre part les Aztèques, mais les Mayas, c'est vrai qu'on ne parle pas vraiment de conquête, sinon de conquête territoriale, mais on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment des combats, ou est-ce qu'il y a eu l'équivalent d'un Quetzalcoatl qui a été associé à Cortés, ou des choses comme ça qui ont fait que... je ne sais pas, je n'y connais rien, donc je vous pose de nouveau une question naïve. Oui, en fait, les Mayas... Ce sont les questions que nos auditeurs et nos auditrices se posent. Les Mayas ont résisté aussi, et c'est d'ailleurs un village maya qui a résisté le plus longtemps de toute la Mésoamérique
aux comme Espagnols. le petit village gaulois. Comme le petit village gaulois. C'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle moins? Parce que dans le cas des Aztèques, on avait affaire à un grand empire. À partir du moment où on a fait tomber la capitale, Mexico, ben, tout l'empire s'est rendu. Alors que dans le cas des Mayas, on n'a jamais eu d'empire. On avait plutôt des sortes de petites cités-États. C'est ça, oui. Qui, suivant les heures et malheurs, pouvaient s'allier entre elles ou bien se battre entre elles aussi. Il n'y a jamais eu d'empire ni même de royaume maya unifié. Et donc, concrètement, au moment de la conquête espagnole, eh bien, il y a eu résistance un petit peu partout. Mais les Espagnols procédaient finalement d'un point de vue territorial, petit village après petit village, ville après ville. Et il n'y a pas aussi l'aspect végétation, enfin je n'y connais rien en termes de botanique, mais enfin, je ne sais pas, quand je pense, ce que j'ai pu voir, pour les Mayas, c'est ce qui reste en fait comme vestige, c'est vraiment dans la jungle et tout, alors que pour les Aztèques, on n'a pas la même, je veux dire, topographie, et je veux dire, l'espace ne peut pas se conquérir de la même manière, me semble-t-il, mais... Au moment de la conquête, bon, la plupart des villes mayas étaient situées plutôt sur la côte, sur la péninsule du Yucatan, où c'est un petit peu différent. Oui, les toutes sites les les plus autres anciens, étaient c'est au déjà Guatemala ou dans le Chiapas. ça. Maintenant, il y avait aussi toujours une occupation maya à ces endroits, mais des sites moins importants, au fond. C'est ça, qui d'accord. avaient connu leur expansion maximale plusieurs siècles auparavant. Mais c'est vrai que de toute façon, le climat, la végétation ont clairement joué un rôle important aussi, ils ont pu considérablement par moments ralentir les Espagnols. Et alors, toute dernière question, mais c'est peut-être une grosse question, mais qui me semble indispensable. Au début de notre entretien, vous avez parlé de l'héritage des civilisations antérieures aux Aztèques, et maintenant, il y a le problème de la postérité, c'est-à-dire et l'héritage également, mais qu'est-ce qu'il est resté de la religion aztèque à partir du XVIe siècle, et quels dégâts, enfin mes dégâts supposent un regard qui n'est pas neutre de ma part, le christianisme a-t-il pu faire quant, je dirais, à l'organisation sociale même, je dirais, de ces populations, parce que la religion structure la société aussi. Est-ce que ça n'a pas été, comme dans le cas qui a été étudié par Nathan Wachtel dans son livre La vision des vaincus, est-ce que ça n'a pas complètement déstructuré cette population, d'autant plus que se sont ajoutés à cela, ou plutôt ajoutés plus exactement, c'est antérieur, tout l'aspect des pandémies, où apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, on serait passé pour l'ensemble du continent américain de 50 voire 70 millions d'habitants à la fin du siècle à 9 ou 10 millions. Oui, effectivement, ce sont des chiffres qui sont confirmés. C'est ça, oui. Ces pandémies. Et alors, effectivement, la christianisation fait partie intégrante du projet colonisateur, puisque, on l'a vu, c'était aussi une des justifications de la colonisation. Et donc, concrètement, on a des moyens considérables qui ont été mis en œuvre très rapidement, parfois même alors qu'on n'était pas encore en moyen de contrôler certains territoires, que déjà on s'organisait pour l'évangélisation. Et donc, à lire les écrits des premiers missionnaires, tout se passe comme sur des roulettes. On déploie des moyens considérables, on détruit les anciens centres cérémoniels pour construire des églises par-dessus, procédé bien connu, évidemment. On détruit tous les objets qui ont trait à l'ancien culte. Et puis alors, dans les faits, on s'est rendu compte assez récemment, notamment par des études sur des documents d'archives, des procès, des donations, des testaments. En étudiant un petit peu mieux le monde indigène, on s'est rendu compte que cette christianisation, qui avait été annoncée comme ayant connu un succès foudroyant dès le départ, finalement, avait fini par s'imposer, mais avait été beaucoup plus lente et beaucoup plus difficile que prévu, puisque la plupart du temps, effectivement, puisqu'elle faisait partie intégrante du projet colonisateur, eh bien, elle a complètement déstructuré la société indienne. Et l'une des parades les plus classiques consistait justement à résister à cette évangélisation,
Alors ça pouvait se faire, comme ça s'est fait dans un premier temps, par un refus de se convertir. Et puis alors, au fur et à mesure, quand on s'est rendu compte que finalement, ceux qui refusaient de se convertir étaient complètement marginalisés et n'avaient plus accès à aucun poste important, on a accepté de se convertir, mais certains rites ont continué, parfois jusque assez tard, de façon clandestine. Alors il y a un certain nombre de choses qui ont cessé, certaines divinités dont on ne parle plus. À l'époque coloniale, Huitzilopochtli, qui était lié au pouvoir et à l'Empire aztèque, on n'en parle plus. Les sacrifices humains, ils ont été très rapidement interdits. On continue encore à en trouver des témoignages jusque dans les années 1530, quelque chose comme ça, en dépit de l'interdiction. Mais là aussi, après les années 1530, ils semblent disparaître. Par contre, il y a un certain nombre de rites, notamment les rites agraires, qui se sont poursuivis très certainement jusque bien tard dans le XVIIe siècle. Et parfois, pour certaines pratiques, on en trouve encore des témoignages jusqu'à nos jours. Certains rites d'offrande, certaines pratiques de divination, certaines pratiques de guérison qui avaient cours à l'époque préhispanique et qu'on retrouve encore à l'heure actuelle. Bon, parfois complètement désacralisés, vidés de leur contenu religieux, mais qui remontent à l'époque préhispanique qui ont survécu sous une forme ou sous une autre jusqu'à nos jours. Bon, à côté de ça, très lentement, la christianisation a fini par s'imposer, puisque à l'époque coloniale, ne pas se convertir, c'était s'exclure soi-même de la société. Et donc progressivement, c'est une christianisation qui a été lente et difficile, mais qui a fini globalement par s'imposer. C'est ça. Sauf erreur de ma part, enfin plus exactement, il me semble que c'est lors des troisièmes conciles de Mexico et de Lima, là, dans les années 1580, quelque chose comme ça, qu'on voit une véritable virulence des décisions qui sont prises par le clergé local, enfin derrière Rome, qui montre qu'en fait, même à la fin du XIXe siècle, il y avait encore des résistances, les simples décisions qui sont prises à ce moment-là, parce qu'il y a les premiers conciles et les seconds conciles dans ces deux villes, Mexico et Lima, Lima c'est ça, qui essayent, bon, effectivement, c'est déjà lors du second concile, où on parle vraiment qu'il faut éradiquer l'idolâtrie, mais c'est vraiment dans les années 1580, on dit, mais non, c'est toujours pas fini, il faut vraiment y aller à fond, c'est ce qui prouve bien, à contrario, qu'il y a une résistance, parce que sinon il n'y a pas de raison de convoquer des conciles à une date aussi tardive, entre guillemets. Oui, il y a un vrai contraste entre les écrits des années 1530, avec les écrits des missionnaires, qui sont aussi des écrits de propagande vis-à-vis de l'Europe. On annonce des 5000 baptisés par jour, et un succès colossal, on a l'impression que les temples s'effondrent tout seuls au fur et à mesure que les missionnaires arrivent. Et puis effectivement, à la fin du XVIe siècle, même dans les écrits des missionnaires qui sont sur place, il y a un constat d'échec relatif, qui remarque, voilà, bon, ils sont convertis, mais c'est en surface seulement, et voilà, s'il y a une fête d'un saint qui est célébrée et qu'il y a la fête d'une divinité indigène qui tombait ce jour-là, ils vont faire semblant qu'ils vont célébrer le saint et en fait, ils célèbrent la divinité indigène. Parfois en assimilant les deux d'ailleurs, en n'y voyant pas de problème. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que l'Espagne se trouve face au même problème avec les Juifs et avec les morts, parce que bon, l'expulsion là, de 1592, on voit qu'il y a des Juifs et des musulmans qui continuent à pratiquer tout en étant des conversos nickel extérieurement, et justement à l'époque de Philippe II, il y a vraiment cette recherche, enfin il y a une sorte de véritable Gestapo qui se met en place pour voir s'il n'y a pas des cultes dans les caves, etc. Et ça prend un siècle aussi finalement, donc finalement c'est le même combat des deux côtés, bien qu'avec d'un côté des populations, parce que les Juifs étaient là depuis bien longtemps, et d'autre part des populations avec lesquelles on n'a pas de lien de sang, si je puis dire, à ce moment-là qui est mené. Et alors je voudrais, pour tout à fait terminer maintenant, vous poser la question quand même, quand on parle de la Vierge de Guadalupe, où on voit encore ces rites maintenant, où on voit je crois que c'est là, des paysans qui font des kilomètres sur leurs genoux, qui sont ensanglantés. C'est pour le pèlerinage de la Vierge de Guadalupe. Je ne sais pas si c'est pour Guadalupe. C'est pas pour la Vierge de Guadalupe? C'est possible. Et alors on voit des choses... venir et attirer du monde de très loin en tout cas. Oui, parce que c'est quand même, parce que là il y a aussi
Et alors on se demande inversement si tous les rites sanglants qui sont arrivés en Espagne n'ont pas un lien avec la conquête, parce que quand on voit les flagellants, là, Séville, et puis tous ces trucs, et tous les Christ sanguinolents que l'on trouve en Espagne et qu'on ne trouve pas au Moyen-Âge, et donc on les trouve, on voit des statues de Christ où ça dégouline de tous les côtés, et on se demande finalement s'ils ne sont pas les vaincus qui ont acculturé inversement, quoi. Parfois je me pose la question, dans les églises au Mexique... C'est une étude qui reste encore à faire, l'influence éventuelle... Dans l'autre sens, voilà. Parce que les influences européennes sur l'Amérique, c'est bien voilà, c'est voilà. L'influence américaine, bon, il y a dû en avoir quelques-unes, mais c'est encore une étude qui reste à faire. C'est intéressant de voir ça dans les deux sens. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à choisir ce terrain d'étude? C'est un intérêt scientifique, puisque au fond, les civilisations de l'Amérique préhispanique ont ceci, à mon sens, de passionnant et d'original par rapport au reste du monde, que ce sont des civilisations qui, à partir d'il y a environ 15 000 ans, se sont développées totalement en vase clos par rapport au reste du monde. Et donc on trouve à la fois des choses qui ressemblent très fort à ce qu'on trouve ailleurs dans le monde, les comparaisons qu'on a pu faire, et on trouve aussi à la fois des choses qui sont très spécifiques. Et donc, pour un historien des religions, pour moi, la comparaison est extrêmement intéressante, puisque c'est l'occasion de voir finalement dans tout ça un certain nombre de caractéristiques qui pourraient relever l'universel, et en même temps des choses qui sont plus spécifiques. Au fond, vous êtes presque comme un biologiste, vous êtes dans des conditions expérimentales, comment dirais-je, qui sont celles d'un savant des sciences naturelles ou des sciences dures, c'est-à-dire de bénéficier d'une sorte d'échantillon d'humanité qui a quelque chose de commun avec l'ensemble du genre humain et en même temps qui a vécu dans un biotope particulier. Donc c'est un petit peu quand on prend, vous savez, des souris ou des rats, et donc vous êtes un petit peu comme une zoologue ou une biologiste, alors que c'est plus difficile. Et puis il y a cette mise à distance qui permet aussi d'avoir un regard particulier sur son sujet d'étude, ce que ne peut pas faire un historien du Moyen-Âge chez nous, parce que les gens du Moyen-Âge, c'est pas nous du tout, et en même temps c'est nous quand même. C'est ça le problème. Alors on a beau avoir, depuis une cinquantaine d'années, cherché à apporter un regard de type ethnographique ou ethnologique sur les populations européennes du Moyen-Âge, ou même quand on étudie la Grèce ancienne, on essaie de voir les Grecs non pas comme les ancêtres de notre culture, mais aussi comme des sauvages, entre guillemets, et, tandis que vous êtes là carrément devant un échantillon d'humanité où vous pouvez mêler à la fois un regard d'historien, d'ethnologue, d'archéologue, et puis vous êtes philologue d'abord, donc tout ça est tout à fait passionnant. En tout cas, moi je vous remercie vivement pour l'entretien que vous avez bien voulu m'accorder. J'ai appris plein de choses, inutile de vous le dire. Ça me stimule vraiment à lire plein de choses sur le sujet, et je suis tout à fait convaincu que nos auditrices et nos auditeurs feront vraiment leur miel de cette interview pour aller plus loin, et je crois que vous allez avoir, de très nombreux comment dirais-je, auditrices et auditeurs qui vont regarder cette émission. Enfin, c'est pas une émission, parce qu'il n'y a pas d'émission ici, mais cet enregistrement. En tout cas, je vous remercie infiniment. Et comme vous êtes relativement jeune par rapport à moi, vous avez encore une longue carrière devant vous. Je suis sûr que vous allez encore trouver plein de choses et apporter plein d'informations, je dirais, dans votre discipline. En tout cas, j'ai rencontré quelqu'un de très très savant, et ça fait vraiment un grand plaisir de voir quelqu'un qui est savant, intelligent, et qui cherche à éclairer finalement, grâce à sa discipline, un des destins de l'humanité. En tout cas, un très très grand merci. C'est parler de ce qui me passionne. Et alors surtout, vous avez une qualité, comment dirais-je, sur le plan pédagogique, qui est tout à fait remarquable. C'est moi qui ai tendance à lancer des pistes transversales. Vous retombez toujours sur vos pattes, c'est formidable, en ayant un exposé extrêmement rationnel et extrêmement clair, sans tomber dans l'érudition sophistiquée. Et là, je dois vraiment vous féliciter pour l'exercice que vous avez mené, en tout cas, pendant presque 2 heures, parce que nous avons parlé pendant 2 heures, donc je recommande vivement à ceux qui sont passionnés
par ce sujet qu'il y a la possibilité, c'est l'avantage d'Internet et de YouTube, de pouvoir le regarder en 2 ou 3 fois en partie, hein, parce qu'effectivement 2 heures d'affilée, c'est peut-être pas évident, mais je crois qu'il y a moyen de voir ça par tranche. Hein, d'autant plus que les questions, comme vous l'avez entendu, permettent justement de catégoriser les sujets. Je les rappelle, l'introduction dans un premier temps, le temps et l'espace, sources et méthodologies. Dans un deuxième temps, le problème de l'héritage et de l'intégration des religions des peuples conquis. Puis alors le gros chapitre qui porte sur les croyances et les cultes. Et enfin, en dernier lieu, après la correspondance avec la religion maya, le problème, donc en conclusion, de la christianisation et de ce qui reste de cette religion maya pour les populations locales. Et il ne faut pas oublier quand même que cette civilisation, même si elle se situe à l'extrême fin de ce que nous appelons, nous, le Moyen-Âge, plus précisément le bas Moyen-Âge, disons en gros, surtout le XIVe et le XVe, hein, voilà, a constitué quand même une expérience de l'aventure humaine qu'il serait vraiment très dommage de ne pas considérer. J'ai dit.